C'est de nous que dépend le futur. Si l'un d'entre nous, quelque part, Bloco, Podemos, France Insoumise, nos camarades ailleurs, rompent la chaîne, le premier qui y arrive fera basculer tous les autres, comme la révolution du 25 avril a été le signal de départ de la victoire de la gauche en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Telle a été la portée immense de votre victoire. Vive notre prochaine victoire. Bloco de Esquerra est une organisation qui, comme nous les Insoumis, est née de l'effondrement de la social-démocratie. C'est avec eux qu'on a créé l'organisation Maintenant le Peuple, qui est une alternative en Europe à la social-démocratie, au courant traditionnel de la gauche et évidemment en opposant frontal à la droite et à l'extrême droite. L'Alliance Maintenant le Peuple a tout juste un an. Mais on avance d'un bon pas. On se voit souvent, on se téléphone, on fait des conférences par audiovisuel et ça c'est des faits nouveaux. Et c'est unique, il n'y a que nous qui travaillons comme ça, dans un lien aussi étroit et amical. Nós tivemos debate muito grande sobre como é que a esquerda, como é que as forças progressistas na Europa se podiam articular e precisávamos articular forças que fossem progressistas no seu combate contra o capitalismo financeiro, que fossem no seu combate contra os paraísos fiscais, mas também no seu combate contra a sociedade patriarcal e também no seu combate pelo ambiente, no seu combate contra as alterações climáticas, porque não há planeta B. Nós estamos na Avenida da Liberdade, prestes a começar a manifestação do 25 de Abril, que é uma enorme manifestação popular que fazemos em Portugal, em que comemoramos na rua, com um ambiente de festa, a Revolução dos Escravos, ou seja, a revolução que acabou com o fascismo em Portugal e nos trouxe a democracia há 45 anos. L'histoire est notre porte d'entrée sur le présent. Il ne faut pas être obsédé par l'histoire, ni abattu par elle, ni submergé par elle, mais nourri, entretenu, propulsé, poussé par elle. Et c'est ce qui se passe ici. Et je suis très frappé de voir la diversité générationnelle. Il y a vraiment tous les âges qui sont là et qui participent d'une même compréhension du monde. Si bien que on peut dire que la politique, c'est aussi une manière de rassembler un peuple, de le constituer en tant que peuple. Les Portugais sont d'autant plus portugais qu'ils sont partisans du 25 avril. Et de même, nous autres, les Français, nous sommes d'autant plus français que nous sommes partisans de notre grande révolution de 89, que nous sommes gilets jaunes, que nous sommes ces combattants inépuisables des revendications sociales, des revendications écologiques. Ça fait partie de notre histoire, de notre tempérament national. Il ne faut pas avoir honte de ça, tout le contraire. Se dire que c'est vraiment une grande et belle chose que d'être ce peuple nourri d'histoire. França, Dinamarca, Portugal, a nossa luta é internacional. E é muito importante este momento em que olhamos para a história, aprendemos com a história, recusamos o fascismo e dizemos que é na solidariedade entre os povos que se pode construir o futuro e a França insubmissa faz parte destas forças progressistas na Europa com que o Bloco de Esquerda se articula, dialoga, com que sabemos que podemos construir um futuro melhor para todos os nossos povos. La formation que nous constituons au niveau européen, maintenant le peuple, est extrêmement homogène politiquement dans ses mots d'ordre. Pas forcément dans ses tactiques ou ses manières de mettre en œuvre ces mots d'ordre, parce que naturellement, chacun d'entre nous est dans des conditions politiques nationales différentes. Mais le contenu, les objectifs, le programme, c'est quasiment au mot près la même chose. C'est normal parce que nous disons que nous parlons la seule langue internationale qui compte, c'est-à-dire celle des droits sociaux, santé, éducation, tout ce qui est la cible des politiques libérales, comme on dit, en fait, des politiques de coupe dans les budgets publics. Au Portugal, c'est le peuple qui a donné la leçon essentielle. Il est inutile d'espérer que les puissants
vous accorde quoi que ce soit, fût-ce la liberté, si vous ne la leur arrachez pas. Viva nuestra próxima victoria! Viva! Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci également à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ce moment sur les réseaux. N'hésitez pas à partager, à réagir via vos commentaires et à faire vivre ce live ce soir. On ne peut pas commencer ce meeting sans remercier tous les bénévoles qui se sont démenés tout l'après-midi pour préparer cette salle. Merci au service d'ordre également qui est là ce soir. Merci au groupe d'action qui milite sans relâche, qui prépare avec nous cette campagne européenne par leur tractage, par leur collage, par leur porte-à-porte. Merci pour tout ça. N'hésitez pas à suivre la France Insoumise sur les réseaux ou encore sur la plateforme, que ce soit pour vous tenir au courant des événements, des actualités ou pour vous rapprocher d'un groupe d'action et prêter main forte à cette campagne européenne. Je dois dire que Montpellier, c'est une ville insoumise lorsqu'on regarde les résultats des dernières élections et notamment de la dernière présidentielle. On a obtenu un très bon résultat ici. Mais Montpellier, c'est aussi un bastion des Gilets jaunes parce que depuis le premier jour, depuis le 17 novembre, chaque samedi, on a des Gilets jaunes qui sont mobilisés sans relâche, qui sont très tenaces. Il y a donc un terreau d'insoumission à Montpellier. Et alors qu'on est maintenant à 16 jours exactement du scrutin européen, il est temps plus que jamais de traduire la colère populaire dans les urnes. Il est temps de récolter chaque voix, parce que chaque voix compte, il va falloir les gagner une par une. N'hésitez pas à prendre des procurations, à parler autour de vous, à convaincre. Chaque voix compte, parce que l'abstention fait le job de Macron et de son système, et qu'il est important de mettre un bulletin contre Macron dans l'urne le 26 mai. À la fin de ce meeting également, je vous invite à aller récupérer du matériel au fond de la salle. Il y a des tracts, des affiches, des livres, plein de badges, bon, toutes sortes de choses qui peuvent aider pour la campagne. Vous pouvez également en commander en ligne sur la plateforme. Et également, vos dons seront les bienvenus pour aider cette campagne. C'est maintenant le temps d'accueillir nos 4 intervenants et je les invite à rejoindre la scène. J'invite donc Rani Slimane, Pascal Lenewanic, Alexis Corbière et Manuel Bompard à entrer. Et donc, le premier intervenant va faire son entrée sur scène. Il n'est autre que l'un de nos 2 candidats locaux pour les élections européennes. Il est non seulement impliqué dans les enjeux européens en tant que candidat, mais également dans les problématiques locales, puisqu'il est à la fois formateur et spécialiste dans l'auto-organisation. Il s'est fait connaître à la Paillade ici, par exemple, à Montpellier. Et donc, je vous demande de faire un grand bravo, une grande acclamation pour Rani Slimane. Bonsoir. Non, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil et votre présence. Je voudrais vraiment, en fait, merci beaucoup de m'applaudir, mais vraiment, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Nathalie Oziol qui vient de faire l'introduction. Nathalie, c'est typiquement, pour moi, le genre de personne qui, à chaque fois que j'ai un coup de mou dans mon militantisme, me remet un coup de baume au cœur. De par sa combativité, de par son engagement auprès des Gilets jaunes, pour tous les combats qu'elle mène, parce que la France Insoumise, c'est ça.
C'est des gens investis qui, en bas de chez eux, font le travail pour tout simplement faire en sorte que ce monde et que notre pays puissent aller mieux. Je voulais vous remercier également tous d'être présents dans notre ville de Montpellier, comme l'a dit Nathalie. Montpellier, c'est pas n'importe quelle ville. Montpellier, c'est la première ville insoumise de France. Aux élections présidentielles, pas européennes encore, présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a fait presque 32%, et nous avons élu une députée qui fait partie de notre groupe à l'Assemblée nationale et qui porte très haut notre étendard tout le temps à l'Assemblée nationale. Montpellier et sa métropole, c'est aussi un maire, René Revol, maire de Grabel, qui a arraché cette ville il y a déjà 2 mandats et qui fait un excellent travail et qui a fait de ce village maintenant une ville florissante. Montpellier est particulière aussi car c'est un peu, comment dirais-je, le laboratoire politique, à mon sens, de ce qui se passe dans notre pays. En effet, ça a été le laboratoire de la Macronie. Pourquoi ? Parce qu'au point de vue local, vous avez eu quelqu'un qui a décidé de se lancer, soi-disant pour fédérer les gens, tout ça. Et en fait, ce n'était que le champion de l'élite locale. Une fois au pouvoir, il dirige seul, de manière totalement cavalière, et c'est exactement ce qu'il se passe à la tête de l'État. Et c'est également ce qui se passe à la tête de l'Europe. En fait, nos opposants s'organisent tout le temps aux différentes strates de notre pays et de notre continent de la même manière. Vous avez tout le temps quelqu'un qui fait une promesse, comme quoi il est nouveau, qu'il va changer, et en fait, une fois au pouvoir, il y a une raideur qui s'installe. Et nous le voyons, cette raideur, tous les samedis, lors des manifestations du peuple, avec un gilet jaune et aux nombreuses répressions qu'il y a et qui sont données par le pouvoir en place. Ces champions de l'élite qui nous gouvernent reproduisent le même schéma, une forme de cousinade où chacun va donner à celui qu'il connaît les rênes, les clés et les avantages qu'il espère. Et c'est en cela que nous nous opposons. Car nous, ce que nous portons, c'est l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Et quoi de mieux pour exprimer l'intérêt général que de donner, d'approfondir la souveraineté du peuple. En cela, des gens ont proposé, et c'est l'une des principales revendications des Gilets jaunes, et c'était également dans notre programme, la capacité de pouvoir convoquer le référendum d'initiative citoyenne. Et ça, c'est porté par plus de 80% des Français. Et lorsque l'on demande au président Macron s'il va le faire appliquer, il dit non. Et vous avez toujours cette courroie de transmission qui fait qu'au local, vous avez donc notre édile qui dit que tout simplement, je le cite, si on donne le RIC, ça va partir dans tous les sens. Voilà la manière dont on nous estime. Voilà la manière dont ceux qui nous dirigent pensent comment le peuple est une menace pour tout simplement leurs intérêts. Nous, ce que nous voulons, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intérêt général. Et en cela, l'initiative, le RIC, est vraiment un approfondissement de notre souveraineté. Car c'est cela qui est en jeu. Et au point de vue européen, notre souveraineté, à nous, peuple, est bafouée. Le Parlement européen est le seul parlement au monde où les députés ne peuvent pratiquement pas initier de loi. Vous appelez ça un parlement ? Moi, j'appelle ça une chambre muette. Malgré tout, ça reste un lieu où on peut faire pas mal de choses. Pas mal de choses pour notre projet, celui de construire un pays, un continent où l'intérêt général prévaut et non l'intérêt particulier. Et pour cela, il nous faut construire un véritable projet de société différent que celui qu'on nous propose. Et par là même, il nous faut nous organiser, telle une armée, désolé pour la comparaison martiale, mais nous sommes en opposition avec nos adversaires. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous composer telle une armée avec
bien évidemment, des porte-étendards, et nous les avons. Ce sont nos députés à l'Assemblée nationale qui portent haut nos couleurs, et également au Parlement européen, des éclaireurs. Car les futurs parlementaires européens, je vous le dis d'entrée, je n'en ferai pas partie, mais ça ne m'empêche pas de donner de la force, et surtout de penser qu'une fois au Parlement européen, ils pourront servir d'éclaireurs. Une armée sans éclaireurs, c'est une armée aveugle. Et nous avons besoin de yeux pour savoir qu'est-ce qui se prépare en avance. Car c'est là où, à ce niveau, à cette échelle européenne, qu'arrivent tous les coups fourrés, que ce soit le pacte ferroviaire, que ce soit les différentes choses qui ont été mises en place contre la souveraineté populaire et contre nos intérêts. Ces futurs vigies, ces lanceurs d'alerte que nous aurons, vont nous permettre de nous organiser, nous, en bas, dans le terrain. Car c'est comme ça que je vois les choses. Une forme de tenaille où, en haut, on nous avertirait des mauvais coups, des mauvais plans qui nous arriveraient, et nous allons faire en sorte de fédérer le peuple, de faire ces fédérations populaires que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses voeux et à laquelle, je pense, nous tous, nous nous inscrivons. Car nous ne sommes pas là pour fédérer des appareils politiques qui sont maintenant aux abois, mais pour fédérer un peuple révolutionnaire qui pourrait changer les choses. Et pour nous éclairer, quoi de mieux que les gens qui sont sur la liste de la France insoumise. En effet, comment, à Bruxelles, des lobbyistes pourraient expliquer à Bernard Borgiali, qui est conducteur de TER entre ici et Marseille, ce qui est bon pour la SNCF et de privatiser? Qui pourrait expliquer à Leila Chaibi, qui organise des travailleurs, notamment dans les McDonald's, partout en Europe, qu'est-ce qui serait bon pour les ouvriers? Qui pourrait expliquer à Anne-Sophie Pelletier qu'un EHPAD, ça peut être une bonne affaire à plus de 13% de rendement? Non, nous avons des gens qui savent de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que voter pour eux, c'est tout simplement envoyer des gens qui sont déjà dans des combats, qui ont fait leurs preuves et qui continueront à se battre. Les députés européens seront indispensables dans ce que nous voulons faire, à savoir changer notre société. Les bases d'une société où l'entraide serait mise en exergue et non pas la concurrence libre et non faussée. Une société où nous aurons les capacités et les armes de pouvoir lutter contre le possible effondrement dû au changement climatique, car c'est cela qui nous guette. Tout à l'heure, un journaliste m'a appelé avant le meeting et m'a demandé « Ok, on sait à peu près ce que vous voulez, mais c'est quoi vos différences entre vous et les autres listes dites de gauche ?» Bon, déjà, je lui ai expliqué que moi, le mot gauche, c'était compliqué. Mais au-delà de cela, qui, à part nous, dit la vérité? Et la vérité, c'est quoi? Ça veut dire que si vous voulez changer les choses, si vous voulez faire la transition écologique qui est nécessaire, il va falloir s'affranchir de la règle des 3%. Une règle inique qui a été faite sur un bout de table. Ces règles des 3% est un corset, un gorgerin, quelque chose qui nous étrangle, qui nous permet d'investir dans nos capacités de production, de faire en sorte que notre pays se relève. Parce qu'actuellement, nous sommes à la traîne de l'Allemagne et également, bien sûr, des États-Unis, dont nos dirigeants sont des vassaux. Nous voulons une France qui soit souveraine et indépendante et en harmonie avec toutes les autres nations européennes avec qui un projet commun est possible. Un projet commun possible, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de notre santé, de notre bien-être et de notre avenir. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Manger bio, honnêtement, c'est pas possible tout le temps. C'est très cher. On ne peut pas le faire tout le temps. Si jamais on venait à arriver aux responsabilités et que nous décidions de faire quelque chose de logique, à savoir faire en sorte que nos circuits courts et nos circuits bio soient subventionnés pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier, et bien les articles, c'est le TF 103 si je ne dis pas de bêtises, nous empêchent de pouvoir tout simplement avoir accès et subventionner cela. Pourquoi? Au nom de qui? Pour Monsanto? Moi, ça ne m'intéresse pas.
Et c'est pour ça que le 26 mai, il faut voter pour la France insoumise et pour envoyer au Parlement des gens qui vont combattre les lobbies. Je terminerai rapidement par la chose suivante. Pour moi, être ici ce soir, sur cette scène, c'est un peu étrange. Je suis peut-être le seul candidat qui n'a jamais voté aux élections européennes. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, vous êtes candidate? Et du coup, pour être un candidat qui ne vote pas, alors je vous rassure, c'est pas pour un poste. Comme je vous l'ai dit, je suis trop loin sur la liste pour être élu. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que toute la force que l'on va mettre à ce moment de l'histoire, où les deux grands blocs qui dirigeaient la politique ont décidé, n'ont pas décidé d'ailleurs, ont subi un effondrement, c'est le moment pour nous, le peuple, de reprendre nos prérogatives. Et en cela, c'est pour cela que je m'engage. Parce que la confiance de nos concitoyens, et je parle aux nombreux abstentionnistes qui ne votent pas, moi je la comprends. Mais là, il y a un coup à jouer, c'est de mettre une claque à Macron, une vraie claque, et de faire en sorte que nous puissions envoyer les nôtres au Parlement pour avoir tout simplement cette politique qui n'est pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions de personnes. Je vous remercie. Au Parlement, on risque d'envoyer des têtes dures et des gens qui ont de la compétence. Et c'est pour cela que moi, si jamais à Bruxelles on réussit à envoyer ma colistière montpelliéraine Pascale Lenoanic, je vous promets que les lobbies, ils vont suer. Merci à toi. Merci Rani. C'est toujours impressionnant, il ne faut pas le croire. Et celles et ceux qui vont me succéder, je pense d'abord à Manu et à Alexis, me l'ont dit. Un meeting et une campagne, c'est des moments particuliers. C'est des moments de rencontre, c'est des moments d'échange et c'est des moments de bonheur. Bien sûr, il y a des doutes. Bien sûr, ce n'est pas évident de convaincre quelqu'un d'aller voter, particulièrement pour l'élection européenne, mais c'est cette rencontre avec ces militants. Et permettez-moi d'abord de remercier celles et ceux pour qui et par qui ce meeting a pu se tenir. Il y a les équipes techniques, les militants de l'ombre, ceux qu'on fait, celles et ceux qui font que la technique, le micro, tout fonctionne. Ensuite, on est à Montpellier. Rani l'a dit, c'est une terre particulière pour nous, on est très fiers. Muriel Réziguier, qui est une des 17 députées de la France Insoumise, s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais soyez persuadés qu'elle sera là au maximum à la fin de sa commission d'enquête et qu'elle participera à la campagne sur les derniers jours. Je voulais aussi, je sais que les remerciements, ça paraît toujours un peu pompeux, mais pour nous, c'est important parce que c'est une équipe, c'est une osmose, c'est de la camaraderie. Et dans la camaraderie, il y a ceux et celles qui tiennent des fois le drapeau et qui sont en première ligne. Je pense à celles et ceux qui étaient candidats au moment des législatives, titulaires et suppléants. Julien Collet, Stéphane Vidal, René Revol, Jean-Luc Moulette. Je les remercie parce que on passe chacun son tour. Ce drapeau de la France insoumise, de cette voie de l'insoumission. Aujourd'hui, on est sur une élection européenne, on a été sur une élection législative, mais le programme, vous le connaissez. Il a une continuité. Aujourd'hui, je l'ai, vous pourrez vous le fournir à la sortie. L'avenir en commun, en Europe aussi. L'avenir en commun, c'est une déclinaison locale, nationale, européenne d'un projet politique. Et pour nous, c'est important de rappeler que, contrairement à En Marche, on n'a pas sorti notre programme européen hier. On l'a sorti il y a 9 mois. Il a été élaboré et voté par plus de 30 000 militants qui ont amendé, changé. Et c'est au moment d'une convention à Bordeaux que notre programme a été validé. Donc c'est aussi ça, la campagne de la France insoumise. C'est un parcours. Alors le parcours, le 10 mai aujourd'hui, il y a des dates. C'est la journée
et la commémoration de l'abolition et de la fin de l'esclavage et de la traite des Noirs. Donc, c'est des moments importants parce que dans les symboliques, entre la journée de l'Europe hier et cette journée du 10 mai ou 8 mai, qui était la fin et la victoire contre l'oppression et la barbarie nazie, nous avons une période politique dense et une période historique qui doit nous rappeler que les enjeux, c'est aussi tous ces enjeux-là. Une civilisation, ça doit pouvoir changer, ça doit pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, le Parlement européen, l'Union européenne est à bout de souffle et nous exigeons qu'elle change ou qu'elle rompe. Nous exigeons véritablement que l'Union européenne change. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'on n'est pas les seuls. Toute la presse en parle. On est au moment où on n'est pas simplement dans le changement climatique, dans l'urgence climatique, on est au moment où c'est la 6e extinction de masse des espèces qui est commencée. Que font les dirigeants? Ils regardent de l'autre côté où ils font des beaux discours. Et sérieusement, c'est vrai que la situation est particulière. Vous vous rappelez l'histoire de la grenouille? Qu'on plonge dans une casserole bouillante. Elle sort tout de suite et elle se réveille. Là, aujourd'hui, sur le changement climatique ou sur l'extinction de masse des espèces, on est un peu comme dans cette casserole d'eau froide qu'on est en train de mettre sur le feu. Et on se dit, demain, ça ira bien. Ça continue, jusqu'au moment où il sera trop tard. Et ce moment où il sera trop tard, il est de plus en plus près. C'est 12 ans pour certains, c'est 2 ans pour d'autres. Et nous, on vous dit c'est 15 jours. Parce que l'élection européenne va déterminer un certain nombre d'avenirs par rapport à notre capacité à changer ou pas les choses en profondeur. Alors on est aussi sur ce qu'on appelle le jour du dépassement, le 10 mai. Vous savez, c'est la journée où on a épuisé notre capacité à pouvoir utiliser la planète, la nature, autant qu'elle est capable de reproduire en une année. Alors le 10 mai, c'est la moyenne européenne. Parce que dans les moyennes, voilà. Pour la Roumanie, ça sera mi-juin. Et pour le Luxembourg, c'est déjà depuis mi-février. Comme quoi, les paradis fiscaux sont aussi pas des modèles en matière d'écologie. Et ça, c'est bien à noter. L'écologie, c'est pas un à côté de la question de la finance. Et quand En Marche vous dit, pour répondre au climat, on va créer une banque, nous, on leur dit, dégagez. Dégagez, pourquoi? Et pourquoi il faut rompre? Parce que, bon, je ne sais pas si vous avez eu le courage d'écouter Emmanuel Macron à la télé, entouré d'experts, et de dire le changement climatique. Moi, au bout de 2 ans, je regarde les actes. Et on peut les lister. Les niches fiscales pour l'exonération du kérosène des avions, elle est maintenue. Les financements en direction des énergies fossiles, 11 milliards par an. Le décret qui est en train d'être passé de la remise en cause du Conseil national de la protection de la nature, c'est maintenant et c'est En Marche qui le fait. Et ce Conseil, ce n'est pas un à côté du sujet. Quand il y a des grands projets inutiles, ce Conseil a la capacité, parce qu'il est national, de protéger la nature et de dire nous ne sommes pas d'accord avec ce projet, il faut l'abandonner. Aujourd'hui, la proposition d'En Marche, c'est de le ramener à proximité, localement. Vous savez, là, localement. C'est-à-dire défini par des conseils nationaux nommés pour les personnalités par les préfets locaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux. On va nous dire c'est très bien. Le problème, c'est que vont siéger dans ces organismes des structures qui dépendent pour leur financement des dossiers de subvention qu'ils vont avoir déposés au conseil départemental et au conseil régional. Donc la capacité, elle est sous pression de dire qu'on n'est pas d'accord. Les conseils nationaux de la protection de l'environnement, c'est ceux qui ont permis de créer les réserves naturelles, c'est ceux qui ont permis de créer les parcs naturels, c'est ceux qui ont été créés en 1946. Ce qu'on est en train de mettre, et ce que fait En Marche, c'est de mettre à bas tout le système de protection, comme il fait pour la reconstruction de Notre-Dame. C'est-à-dire que tout est dérogé pour un seul projet pour lui, qui est toujours plus pour cette oligarchie qui s'en met plein les poches et qui détruit la planète. C'est ça l'enjeu de l'européenne. C'est aussi ce combat-là qu'il faut mener. Et quand on dit qu'il faut désobéir au traité. Alors tout le monde nous regarde bizarrement. Mais vous croyez qu'au moment des municipales, vous allez faire quoi comme programme quand vous allez dire que vous voulez utiliser des projets pour votre cantine bio
que vous voulez que ce soit les producteurs locaux qui soient utilisés. C'est interdit par l'Union européenne. Et on va pourtant le dire et pourtant le faire. Donc on va désobéir. Donc dans nos têtes, il faut qu'on apprenne à résister à ce qui nous paraît être l'incontournable, le truc qu'on ne peut pas changer. Oui, nous devons changer et oui, nous pouvons changer. Je vous le dis, pour l'Union européenne, quand on dit il faut sortir de la règle d'or et il faut imposer la règle verte, c'est ça. C'est ce projet qui est porté par Manon Aubry, Manu Bompard et tellement d'autres qui sont des gens combattants, des lanceurs d'alerte. Et franchement, par rapport à l'Union européenne, moi, ma formule, elle est celle-ci. Les dirigeants de l'Union européenne, ce sont nos dinosaures. Il faut s'en débarrasser pour pouvoir sauver la planète et sauver l'espèce humaine. Alors, l'Europe de l'austérité, l'Europe de la concurrence, parce que c'est ça la règle, hein, c'est vous n'avez rien le droit de faire que de toujours être et de toujours tout mettre en concurrence. Tous et tous les uns contre les autres. Le travail, les produits, ça aboutit à des aberrations. Vous avez tous vu dans la presse l'histoire du train de fruits et de légumes entre Perpignan et Rungis. Alors, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en plus la gare de Rungis a été rénovée. On a mis 20 millions d'euros pour la rénover il n'y a pas longtemps. Et là, ce qu'on nous explique, c'est qu'on ne peut pas investir dans un train parce que ça coûte trop cher. Mais on peut polluer, ça coûte moins cher. Alors, quand vous allez le 26 mai mettre un bulletin dans l'urne, vous réfléchissez. Est-ce que je peux continuer à polluer? Et je vais voter pour ceux qui nous dirigent. Ou est-ce que je pense qu'à un moment donné, il faut changer la grille d'analyse et il faut revenir sur ce qu'on fait. Alors je le dis, les niches fiscales et le kérosène, les décrets sur le Conseil national et les 11 milliards de financement pour les énergies fossiles, c'est autant d'éléments qui donnent à voir qu'il faut voter, et surtout pour la France insoumise et en opposition, j'ai envie de dire, aux politiques d'Emmanuel Macron. Et puis, dans le lien entre l'Europe et le national, il y a aussi un inconnu, pour En Marche, parce qu'ils n'ont pas utilisé une seule fois ce mot dans leur programme. C'est service public. Vous verrez, hein, ils ont sorti le programme et il y a un mot qui n'existe pas, c'est service public. C'est normal parce que pour des Européens convaincus comme ils pensent, le modèle européen qui interdit de défendre les services publics, c'est leur modèle. Nous, on veut défendre les services publics et la fonction publique et le statut des fonctionnaires. Pourquoi? Parce que c'est un statut protecteur qui nous permet d'avoir des lanceurs d'alerte. Je le dis parce que ici, dans notre département, quand le directeur d'une école à l'ODEV se retrouve mis en cause par sa hiérarchie parce qu'il a exprimé à titre de citoyen son désaccord sur la loi Blanquer et qu'on dit que ça sera marqué dans son dossier, c'est ce qui est en train d'être préparé partout et à tous les échelons. Que ça arrive à la poste, ça arrive à la poste, à la SNCF, le management de la start-up nation, c'est la pression, les suicides et la révocation. Voilà aujourd'hui ce qui est en train d'être criminalisé, le droit de pouvoir s'exprimer comme citoyen et de dire « je ne suis pas d'accord ». C'est essentiel, c'est une liberté. Alors, pourquoi on dit que c'est important, les services publics? Parce que quand en 20 ans, on a perdu 50% des maternités, quand depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a un tiers de gares en moins, eh ben, on a fait reculer ces solidarités, ce bien commun, cet intérêt général, là où Emmanuel Macron a un projet qui est la privatisation des biens qui rapportent et la socialisation des pertes. Vous serez toujours coûteux. Nous considérons aujourd'hui qu'il faut rapprocher le citoyen des services publics et qu'en période de changement climatique comme celui-là, il faut justement avoir une nouvelle échelle de pensée, que cette échelle de pensée, c'est l'humain d'abord, c'est le citoyen, c'est la biodiversité, c'est l'espèce et c'est la planète avant l'argent. Alors, dans ceux qui sont criminalisés, je le dis, il y a y compris des camarades à nous. Vous savez, ce mouvement des décrocheurs. Vous savez qu'il y a autant, il y a eu
30 ou 29 portraits qui ont été décrochés. Il y a autant de gardes à vue que de portraits. C'est-à-dire que quand même, on a un président qui est très attaché à son image, vous aurez remarqué. Hein, mais il a... Voilà. Mais nous, vous, on est quoi? Quand il traverse une gare, on n'est rien. Vous savez, ces petits riens qui font tout, qui changent le monde, qui se mobilisent, qui luttent, comme le 9, quand il y avait la manifestation de la fonction publique pour dire leur désaccord, quand les Gilets jaunes se rassemblent, qu'est-ce qu'ils remettent en avant? Ils mettent cette solidarité, ils mettent cette désobéissance comme une forme de pilier qui est une pensée pour nous et un avenir pour nous. Je le dis parce que dans une élection, il y a toujours le sentiment qu'on oppose élection et lutte. On n'oppose pas élection et lutte. Les deux se nourrissent l'une de l'autre et se renforcent l'une de l'autre. C'est très important de comprendre cela. Une lutte politique sans mouvement social pour s'adosser, on ne conquiert pas les droits qu'il faut. Une lutte sociale sans débouché politique, on finit à un moment donné par être confronté à des gens qui ne vous écoutent pas, comme aujourd'hui le gouvernement et le président Macron. Aujourd'hui, on est dans ce moment où, à la sortie de l'élection, tout va être fait pour qu'il y ait le moins de votants possible et qu'il y ait un faux duel ou plutôt un pas de deux entre le Front National, je suis désolée, moi j'arrive pas à l'appeler Rassemblement National, et En Marche. Pour dire, voilà, ces deux incompétences qui organisent la même logique. La logique qui est l'argent d'abord et celui qui est coupable, c'est celui qui est l'étranger. L'étranger, vous savez, celui qui vient d'ailleurs, souvent poussé par la misère, souvent poussé par les modèles économiques qu'on développe et qu'on prône au niveau européen. Quand on passe des accords, pas simplement avec le Canada, mais quand on passe des accords de libre-échange avec l'Afrique, on dévaste leur territoire, on dévaste leur économie locale et après on s'étonne que les gens soient poussés à partir parce que c'est trop la misère chez eux. Aujourd'hui, il faut changer de modèle. Changer de modèle ici, changer de modèle ailleurs et commencer par avoir enfin au Parlement européen des députés qui soient à l'image de ce que sont nos députés au Parlement français. Je pense évidemment à ces 17, mais je pense particulièrement à un ici, natif de Béziers, qui a fait le déplacement, qui est plutôt connu pour avoir une grande gueule. Mais c'est important une grande gueule, parce que c'est ces grandes gueules qui font qu'on ne se laisse pas marcher dessus. C'est ces grandes gueules qui font que tous les jours, on rappelle qu'on ne cédera pas, même quand on est un petit nombre face au grand nombre. Et je le dis, un Alexis Corbière qui va venir me rejoindre sur la tribune, eh ben, c'est comme des milliers et des milliers d'entre vous. Oui. Merci à toi. Merci à Pascal le mnémonique. Dans le genre grande gueule, elle est pas mal. Hein. Mais vous l'avez compris, c'est un peu la marque de la maison. Rani, tout à l'heure, vous a montré quelques effets. Et puis vous allez voir avec Manu Bompard. Bon, je voudrais d'abord vous remercier. Les remerciements aux militants ont été faits. Je les renouvelle, ils sont sincères. Il n'y a rien sans ces femmes, ces hommes qui prennent sur leur temps de manière totalement désintéressée. Nous, notre rôle, il est facile. C'est un honneur, on marche devant, on prend la lumière, les gens nous remercient, ils veulent des selfies, nous embrassent. Mais il n'y a rien sans la réalité qui permet tout ça, l'engagement militant de vous tous, ceux qui font après le boulot, le soir, vont coller les affiches, diffuser les tracts. Je vous remercie, je vous suis reconnaissant et c'est grâce à vous qu'on mène actuellement cette magnifique campagne. Quel que soit le résultat, c'est une magnifique campagne. On est à combien? 80 réunions par semaine actuellement. Plus de 100, tu dis. On fait un travail extraordinaire. Merci à tous. Je voudrais aussi, évidemment, on est à Montpellier. Alors, beaucoup de gens ont été remerciés, salués. Muriel Ressiguet n'est pas là, mais elle est une des pièces importantes de notre groupe. Elle fait un travail considérable. Elle est actuellement prise à Paris, vous avez suivi, où c'était courageux de sa part. Elle mène une commission d'enquête sur tous ces groupes d'extrême droite violents. L'idée était née, vous savez, suite au fait que des gens avaient été arrêtés, militants d'extrême droite, qui avaient prévu d'assassiner Jean-Luc Mélenchon. Vous aviez suivi ça avec Christophe Castaner. Et puis Muriel fait ce boulot, c'est un travail difficile. Encore aujourd'hui, elle a eu l'occasion d'auditionner je ne sais trop quel salopard antisémite qui est venu à l'occasion de cette audition à l'Assemblée nationale dire que la réalité du génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale n'était pas réelle, etc. Vous savez tout ça.
Donc on pense tous à Muriel. Je ne vais pas saluer tout le monde, mais je voudrais dire un mot, parce que bon, je suis de Béziers, etc., je ne vais pas y revenir, mais c'est à Montpellier que beaucoup de choses dans mon engagement ont commencé. Et je voudrais tout particulièrement, alors je suis du genre émotif, mais je ne vais pas en faire plus, remercier et saluer René Revol. Parce que René, il y a 32 ans, René, il prenait le temps, c'était un professeur d'économie, il venait, il montait à la CTU à Verbois où j'avais une chambre avec quelques-uns. Et vous inquiétez pas, ça restait en tout bien, tout honneur. Et il passait la soirée à nous faire des cours d'économie, notamment il y avait un krach boursier en 1987, et René prenait le temps à former les jeunes militants fougueux que nous étions, à nous mettre des livres entre les mains. J'en ai encore gardé un, c'était un livre sur la guerre d'Espagne aux éditions de Minuit de l'historien Pierre Brouet. En fait, c'est tout ça, René. Sans René, je n'aurais pas eu ces convictions d'engagement que je porte encore aujourd'hui. Quelque part, même si la formule un peu est... C'est un de mes maîtres à penser, un de mes pères politiques, et je l'ai toujours apprécié. Je sais qu'il fait un travail formidable, donc vraiment, ça me touche beaucoup de prendre la parole devant toi, René. Tu sais tout ce que je te dois. Alors, c'est René qui notamment m'a fait aimer l'histoire et comprendre que dans notre engagement politique, toujours, l'histoire surplombe ce que nous faisons. Nous sommes tous nourris de cette histoire, non pas pour qu'elle nous pétrifie, qu'elle nous tétanise et que nous ne fassions plus rien, mais nous savons que nous sommes finalement les maillons d'une longue chaîne, d'un long combat, celui pour l'émancipation, qui a pris dans ce pays des formes qui ont lancé des appels universels, universalistes, avec notamment cet événement formidable qu'est la Révolution française. Et moi, je profite toujours des meetings, je tourne actuellement à travers la France pour que dans chaque ville où je me rends, je regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les figures qui étaient les figures marquante de la Révolution française. J'étais allé à Nevers, à côté il y avait Decize, la ville de naissance de Saint-Just. Nevers, c'est la ville de Chaumette. Peut-être que ces noms vous disent trop rien, Saint-Just vous connaissez, mais Chaumette c'était un dur, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas développer sur lui, mais belle figure de Nevers. Et puis après, je dirais quelques mots sur une autre ville où j'ai vu des choses marquantes. Et puis il y a Montpellier. Alors Montpellier, quelle figure relevée? Ah, c'est pas simple, c'est pas les meilleurs à vrai dire. Il y en a deux, je vais en citer deux. Il y a Cambon, bien sûr, Cambon, député de l'Hérault, député de Montpellier, il s'occupait des finances. Il était un peu corrompu, il avait trempé dans l'affaire de la Compagnie des Indes. Et c'est lui, à la veille du 9 Thermidor, où quand Robespierre cite tous les fripons qu'il faudrait, parce qu'il dit que la corruption, elle est là devant la Convention, il cite lui notamment Cambon. Et c'est Cambon qui participe à l'arrestation de Maximilien Robespierre. Par la suite, il finira mal aussi, Cambon. Montpellier, c'est la ville de Cambon, mais malgré le fait qu'il ait participé. Non, mais je veux citer tous ces noms et toutes ces belles figures pour qu'on n'oublie jamais le rôle, malgré après le fait qu'ils se soient affrontés. Il y a des femmes et des hommes qui ont fait la Révolution française. Ne les oubliez pas. Étudions leur histoire. Enseignons à nos enfants, cette histoire, transmettons-la. Car c'est pas né comme ça. Parce qu'y compris, c'est toute une série d'événements qui ont eu leur propre dynamique, qui ont posé des avancées et des reculs. Je ne développe pas plus sur Cambon. Il y a aussi Cambacérès. Personnage très important. Jean-Jacques Régis Cambacérès, né à Montpellier, député également de Montpellier. Lui, il a présidé la Convention, présidé le comité de salut public. C'était un personnage, je ne reviens pas là-dessus, qui après, au fur et à mesure de toute une série d'esquives, a été, vous savez, quand on dit Napoléon Bonaparte, le premier consul, Cambacérès était le deuxième consul. Et c'est lui qui va créer les conditions que la Révolution française s'arrête et donne naissance à l'Empire, où il prendra une place très importante. Il était même considéré comme étant le deuxième personnage le plus important sous Napoléon Ier. Cambacérès, un personnage un peu sinueux. Cambacérès, le Camba de l'époque, en quelque sorte, c'est pour ceux qui comprendront l'allusion. Mais, surtout, mais malgré tout, un personnage... Non, mais je suis méchant, mais bon, ça rappellera des souvenirs à certains. N'est-ce pas, René Revol, on connaissait ça. Non, mais l'histoire enseigne. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que Pascal l'a dit aujourd'hui, le 10 mai. N'oublions pas, depuis une dizaine d'années, c'est une date qui permet que nous puissions garder la mémoire de cette monstruosité qu'était l'esclavage, notamment la traite des Noirs, qui pendant plusieurs siècles a fait que des femmes, des hommes étaient considérés comme des objets, des marchandises, ramenés à quasiment rien, déshumanisés. Et c'est dans le grand fracas de la Révolution française qu'est née d'abord la première abolition de l'esclavage. N'oubliez jamais ça. En février 1794, c'était le décret, on disait à l'époque, du 16 pluviose en 2. Et je veux évoquer ce point pour dire que de cette avancée considérable qui a été très compliquée, je ne développe pas plus, parce qu'en 1791, d'abord, dans un premier temps, il y avait un premier décret sur l'égalité entre les hommes de couleur et le reste des citoyens. Puis après, en 1792, ils étaient un peu revenus là-dessus. Et puis en 1794, il va y enfin avoir ce décret. Mais par la suite, j'évoquais tout à l'heure Cambacérès, le rôle qu'il joue. Eh bien, Napoléon Bonaparte, vous le savez, rétablira l'esclavage.
Et il faudra attendre 1848 pour que pour la deuxième fois, et la fois définitive, grâce à Victor Schœlcher, définitivement l'esclavage soit aboli en France et dans l'ensemble de ce qu'on appelait à l'époque les colonies. C'est quelque chose de considérable que nous devons comprendre comme étant, même ces grandes avancées qui nous semblent aujourd'hui comme des évidences, ont été l'objet de luttes considérables pour lesquelles se sont engagés des hommes et des femmes. Rien n'est tombé du ciel. Ça a été l'objet chaque fois de mobilisation, dans la dynamique d'une grande mobilisation populaire et d'une révolution qui était la Révolution française. Bien sûr, il y avait des clubs intellectuels très importants, les sociétés des Amis des Noirs, des personnages comme l'abbé Grégoire, des gens qui prenaient position. Mais ça a été dur d'obtenir ça, parce que des gens considéraient qu'on pouvait proclamer la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais aussi accepter que dans les colonies, on continue à avoir des esclaves, notamment pour des raisons économiques. Ça a été l'objet d'une discussion extrêmement difficile, durant laquelle, j'évoquais tout à l'heure Maximilien Robespierre, il n'était pas le seul. Mais il y aura cette phrase magnifique à ceux qui ne veulent pas abolir l'esclavage, au nom du fait qu'il fallait maintenir nos intérêts économiques dans les colonies, il dira « périssent nos colonies plutôt que les principes ». Périssent nos colonies plutôt que les principes. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler du Yémen. Du Yémen. Et je voudrais reprendre la phrase du grand révolutionnaire que je viens d'évoquer pour dire « périssent nos contrats plutôt que nos principes ». Parce qu'actuellement, le gouvernement, ce gouvernement d'Emmanuel Macron, vous savez, qui écrit dans son programme qu'ils veulent l'Europe de la paix et tout le baratin, vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui mène depuis 2015 une guerre infâme au Yémen, qui met en cause, l'a mis en danger 22 millions de gens. Il y a actuellement déjà eu 70 000 morts. L'ONU et nombre d'ONG sur place considèrent qu'il y a au moins 2 millions d'enfants qui sont en danger de mort imminent en raison de la guerre que mène l'Arabie Saoudite. Et avec quel matériel l'Arabie Saoudite mène cette guerre? Avec du matériel français. Il s'agit d'un contrat de 6,6 milliards d'armes françaises que nous vendons à ce pays. Ce pays, l'Arabie Saoudite, où actuellement l'homosexualité est un délit, où les femmes sont ramenées à des étapes secondes, où dernièrement, c'était le 28 avril, il y a 37 personnes qui ont été décapitées au sabre et un qui a été crucifié à l'occasion d'un procès où nombre d'observateurs sur place ont considéré que les gens qui ont été condamnés à mort n'ont même pas eu des droits de défense minimum. Voilà l'Arabie Saoudite. Vous savez, M. Ben Salman, qu'a reçu M. Macron. C'est ça auquel nous vendons, ce gouvernement vend des armes. Et il faudrait refuser cela. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier, féliciter, gloire aux dockers du Havre qui hier soir ont refusé de monter sur ce cargo les armes qui devaient partir en Arabie Saoudite. Je ne sais pas comment la situation va évoluer, mais le cargo qui devait charger des armes hier soir au Havre est reparti sans sa cargaison. C'est une première victoire. À l'occasion de cette campagne, faisons entendre le message que nous sommes le camp de la paix. Nous voulons que la France joue un rôle diplomatique de paix. Oui, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une armée, mais que notre armée soit la marque de notre indépendance, que nous ne soyons pas alignés sur les États-Unis d'Amérique dans cette alliance stupide militaire qui s'appelle l'OTAN. Parce que les États-Unis d'Amérique sont en train aujourd'hui d'augmenter leur budget militaire de 7%, qui fait que le budget militaire des États-Unis représente aujourd'hui 686 milliards de dollars, ce qui n'a jamais été vu. Et que la marche à la guerre, l'augmentation du budget de l'armement que Mme Loiseau dans son programme dit aujourd'hui de plus en plus de puissances sont en train de s'armer. Ben oui, précisément, les États-Unis d'Amérique notamment, qui demandent d'ailleurs à tous ses alliés, y compris à la France, d'augmenter leur budget militaire. Cette course folle doit cesser. Et nous devons, nous la France, jouer un rôle particulier sur le plan diplomatique pour dire que pour rester fidèles à nos principes, même si ça nous coûte un contrat avec cette monarchie ignoble qu'est l'Arabie Saoudite, nous ne vendrons pas des armes à un pays qui mène la guerre à des populations civiles. Tout simplement pour le respect, y compris de traités internationaux que nous avons nous-mêmes adoptés. Il y a un traité international sur le commerce des armes, dont l'article 6, alinéa 3, dit des choses très précises, qui dit que si les armes que nous vendions pourraient servir, et le conditionnel a toute son importance, contre des populations civiles, alors nous sommes fondés juridiquement pour mettre un terme à ce contrat. Je dis tout cela parce que la ministre Parly, depuis le début, dit « mais je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, c'est pas sûr, je ne sais pas si les armes sont utilisées ». Mais vous avez suivi ça? Il y a une note de la direction de la recherche militaire qui a été inventée grâce à 2 journalistes qui dit clairement, une note de la direction de la recherche militaire qui dit que nous sommes fondés à considérer que nos armes françaises, notamment c'est des canons César, il y en a 44, sont en train de mettre en danger près de 240 000 personnes actuellement au Yémen. Donc ce gouvernement ne respecte même pas les traités internationaux sur la vente des armes qu'il a signés. Donc faites-leur la honte quand ils nous parlent d'Europe de la paix. Ce sont des gens violents, ce sont des gens aujourd'hui qui, pour des raisons cupides, sont prêts une fois de plus à une des pires monarchies, un des pires régimes du monde, de leur vendre des armes.
qui sont en train de frapper des populations civiles. Honte à eux. On ne fera pas la paix avec ces gens-là. C'est tout l'enjeu aussi de cette élection. Voilà pourquoi il faut les sanctionner. Quand je dis tout ça, et vous comprenez que je le dis avec une certaine passion, parce qu'en plus j'ai l'honneur, c'est un peu le hasard de la vie, parce qu'on s'est répartis entre les différentes commissions, mais de siéger à l'Assemblée nationale dans la commission de la défense et armée. Et il y a encore 2 jours, c'est devant moi, quand Florence Parly, je lui dis, mais au moins, on a un Parlement croupion. Hein. On est l'Assemblée nationale en France, on est au courant de rien. Tout de même, il y a une note de la direction la direction du renseignement militaire. Elle a dit, par principe, je ne commande pas des notes qui sont secrètes. Bah oui, c'est devant la représentation nationale. Et elle a répondu ensuite, elle a dit, non mais il ne s'agit pas de rendre des comptes à l'Assemblée nationale, ça ne concerne pas les députés, ça concerne ma conscience, a-t-elle dit. Et en conscience, elle considère qu'elle n'a aucun élément aujourd'hui pour juger. C'est le problème de la Ve République. Alors c'est là-dessus que je voulais avancer, parce qu'il faut respecter le temps, évidemment. Nous sommes aujourd'hui dans un moment très particulier. Bien sûr, à la campagne européenne. Pascal, Rani et Manu vont vous en dire des mots très précis. Mais ne perdons pas de vue, j'imagine que dans la salle, j'en connais quelques-uns, il y a des femmes et des hommes, vous êtes des militants d'expérience qui ne débutent pas uniquement leur engagement par la venue à cette réunion. Je considère que nous sommes dans un moment très particulier qu'il faut bien comprendre, qui est illustré par ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. C'est un moment que je considère comme formidablement positif, avec des potentialités incroyables, qu'il faut bien comprendre. Nous avons la chance d'avoir un peuple qui n'est pas résigné, qui est mobilisé, qui continue, fidèle à son histoire d'ailleurs, à se battre pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour des droits nouveaux. Ça, c'est quelque chose qui est considérable. Mais il faut comprendre que ce mouvement, finalement, il était déjà perceptible et prévisible à l'occasion de l'élection présidentielle qui a eu lieu. Ne perdez pas de vue le grand bouleversement qui est en cours sur le plan politique et ce qu'il exprime. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, le président sortant, qui se nommait François Hollande, vous savez, c'était une époque ancienne, où un parti, s'il y a des camarades qui sont dans la salle du Parti socialiste qui le prennent pas mal, mais il y a quelques années, qui dirigeait tout, Sénat, Assemblée nationale, des mairies, des régions, eh bien, le candidat, le président de la République, François Hollande, en raison du bilan de sa politique, n'était même pas en capacité de se représenter devant les électeurs, car il savait que la sanction serait terrible. Et cette élection présidentielle, elle a été un grand moment que nous, on a qualifié dans notre jargon de grand dégagisme, où déjà une forte colère s'est exprimée, où tout ce qui est représenté comme étant, notamment dans des organisations qui avaient un lien particulier avec le milieu populaire, comme étant responsables des difficultés et de la situation terrible dans laquelle ce peuple était placé, elles ont été lourdement sanctionnées. Et quelque part, Emmanuel Macron a surfé là-dessus, avec tous les éléments que vous connaissez, apparaissant comme un homme neuf. Je suis jeune, je suis en dehors des clivages politiques traditionnels, avec moi tout va changer, aidé par des puissants moyens que notamment sont des médias et des fortunes considérables qui sont engagées derrière lui. Considérables du point de vue de l'argent, mais du point de vue du nombre, vous avez vu ça dernièrement. C'est une économiste qui s'appelle Julia Cagé qui a fait le calcul, c'est intéressant. Sur l'ensemble des sommes rassemblées par Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, 50% de ces sommes se limitent seulement à 800 personnes. D'accord? S'il est le candidat sur lequel il a eu le plus, enfin un nombre très concentré de gens qui a donné beaucoup d'argent. C'est ce que nous on appelle l'oligarchie. Eux, ils ont mis le paquet derrière lui. Parce qu'ils avaient compris, fidèles à un film et un roman que vous connaissez, pour que rien ne change, il fallait que tout change. Pour essayer de garder la main face à cette colère qui était là, eux l'avaient compris, il fallait essayer de faire ce que lui-même, Emmanuel Macron, considérait après son élection comme étant le hold-up du siècle. Mais la mer est déchaînée dans ce pays. Le peuple est en colère, c'était visible en 2007. Et les premiers actes d'Emmanuel Macron, qui n'a pas compris les conditions dans lesquelles il a été élu, c'est dire je supprime l'ISF pour les plus fortunés et je frappe les plus modestes. Augmentation de la CSG pour les retraités, je prends 5 euros aux APL, etc., etc. Il a supprimé l'ISF. Quand les gens lui posaient la question « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Il a dit « Dans mon entourage, tout le monde me le demandait. » Ça en dit long sur son entourage. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé à l'occasion de cette élection présidentielle. Il faut bien comprendre. Il a obtenu 24% des voix exprimées au premier tour, ce qui revient en vérité à être 18% des électeurs inscrits. Et au second tour, grâce à ce qui est l'assurance vie de ce système, le fait qu'il était contre Mme Le Pen, alors au second tour, toute une série de gens ont dit « Bon, vaut mieux voter pour lui parce qu'elle, on n'en veut pas. » Et il s'est retrouvé élu au second tour avec l'ordre de, je ne sais plus combien, 60% des exprimés, mais seulement 43% des électeurs inscrits. Donc c'est un système aujourd'hui qui s'appelle la Ve République qui permet que quelqu'un qui est minoritaire, au premier tour comme au second tour, concentre sur lui beaucoup de pouvoir. C'est toute la question des Gilets jaunes. C'est la question de la souveraineté. De la souveraineté. Est-ce que le peuple, dans sa majorité, est entendu? Est-ce que ces institutions respectent la majorité de ce que veut le peuple? Eh bien non.
Et c'est ça que disent le mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr que ça part sur une question d'abord toute simple, une taxe. Mais j'évoquais tout à l'heure l'histoire de France, mais c'est conforme à l'histoire de France. C'est toujours sur des questions fiscales que les grands bouleversements ont commencé. On vous enseigne, à juste raison, le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Mais le 9 juillet, 5 jours avant, il y avait autour de Paris le mur des fermiers généraux. Il fallait payer une taxe injuste, que les Parisiens la considéraient juste à raison. Et le 9 juillet, déjà, les murs des fermiers généraux qui prélevaient la taxe sont attaqués par les Parisiens. Et c'est ça qui annonce la Révolution française. D'abord, une question fiscale. Puis après, il faut se défendre parce que la menace, le bruit court d'une menace que le roi rassemble des troupes. On va chercher à la Bastille des armes. Et puis, progressivement, va s'être posée la question sociale. Et puis, à la fin, la question démocratique de la souveraineté. Comment la souveraineté est respectée? Dans un premier temps, l'idée était une forme de monarchie constitutionnelle. Puis le roi est trahi. Il veut partir, aller chercher en Autriche, ce qui était la plus puissante armée, pour être rétabli sur le trône. Et on en vient à la République. Ce que je veux vous raconter là, les amis, c'est que cette dynamique politique qui part sur une question qui peut sembler saugrenue, le diesel a augmenté, mais qui, pour beaucoup de gens, les prend à la gorge de manière inacceptable. Parce que la construction Cetterani, ou Pascal qui l'évoquait, fait qu'y compris, vous connaissez ça. Hein, on va vivre dans un village autour parce que c'est un peu moins cher, on peut avoir une petite maison, mais pour aller faire les courses, c'est le supermarché, il faut la voiture. Pour emmener les gamins à l'école, il faut la voiture. Pour aller bosser, il faut la voiture. Il faut même 2 voitures. Moi, je suis à Béziers. Dans ma famille, ils ont même 3 voitures. Tout le monde a une voiture. Le premier acte d'émancipation d'un jeune ici, quand on a 18 ans, c'est passer le permis. À Paris, ils me regardent comme dit, personne n'a le permis à Paris. Ils ne comprennent pas. Et on leur dit, nous, chez nous, quand tu as 18 ans, tu bosses pendant l'été, tu fais un petit job, tu te payes le permis. Parce que c'est comme ça que tu t'émancipes. Donc si tu touches à l'essence, évidemment, les gens disent, mais là, on n'en peut plus. Pas que pour ça, mais ça commence à bien faire. Et ça part sur cette question-là. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, il faut en comprendre la signification profonde. C'est que ce qu'il a porté, au-delà de toutes les questions sociales, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est progressivement la question démocratique. Notamment qui s'est illustrée par une revendication qui est celle du référendum d'initiative citoyenne. C'est quoi l'idée? On peut en trouver d'autres. Mais c'est qu'entre 2 rendez-vous électoraux, eh bien, le citoyen reste un acteur civique avec des droits. Pas quelqu'un qui est renvoyé à « si t'es pas content, rendez-vous la prochaine fois ». Et donc le référendum d'initiative citoyenne permet que le peuple puisse encore être un acteur, que si celui pour lequel il a voté met en place une politique dont il ne veut pas, il a la possibilité de le rappeler. Il peut encore se faire entendre, notamment par un référendum d'initiative citoyenne qui pourrait promulguer des lois, en proposer, en abroger, qui pourrait donner le droit aux citoyens de révoquer les élus. C'est pas une idée qui est pas française, hein. Pendant la Révolution française, on appelle ça le droit au rappel. Ça existait déjà. Les révolutionnaires s'étaient posé la question, on vote pour des gens, mais on peut les rappeler si on n'est pas... Donc vous voyez, on est conforme à notre histoire nationale. Et ça, les Gilets jaunes l'ont remis au goût du jour. Et face à ça, qu'a fait le pouvoir, qui est un pouvoir minoritaire? C'est le refus de répondre à ça, bien sûr. La volonté de faire pourrir le mouvement, de l'amuser avec un grand débat national qui n'était ni grand ni un débat. Ça vous a coûté 15 millions d'euros. Pour vous amuser pour un truc idiot, vous avez suivi, où Macron arrivait en bras de chemise au milieu des élus, parlait pendant 2 heures, 2 heures et demie, et puis à la fin, il répondait à quelques questions, il disait « Ah, c'est formidable, quel débat !» Dans lequel il disait dès le départ, le référendum d'initiative citoyenne, je ne le ferai pas, etc. Vous avez suivi, je ne développe pas. Puis il y a une autre stratégie aussi de pourrissement de la part du gouvernement. C'est la violence. C'est profitant de cette colère. Et bien sûr qu'il y a de la colère. Parfois, il y avait des choses durant les manifestations de Gilets jaunes que nous, en soi, on n'approuve pas. Mais les gens, quand ils n'en peuvent plus, ils cassent. Ça arrive parfois. Écoutez, moi, je suis un enfant du pays. Quand les viticulteurs, ils étaient en colère dans les années 80, moi, je me souviens, place de la Comédie, ça cassait un peu, hein. Un peu beaucoup, même, franchement. Et personne venait en disant, vous êtes des fascistes. Les élus locaux, ils étaient les premiers à dire, oh, ils ont pas tort. Donc, ils ont profité d'incidents pour projeter les forces de l'ordre contre les manifestants. Parce qu'évidemment, ça leur allait bien. Déjà, c'est conforme à leur manière. Vous savez, ces bons bourgeois, pour eux, le peuple est toujours violent. C'est une bande de brutes. Et par définition, vous avez après un imbécile comme Darmanin qui dit gilet jaune, chemise brune. Ça leur va bien, évidemment. Hein, le peuple est forcément bestialisé. Et on arrive à une situation, quand même, qui est conforme à ce que je disais tout à l'heure. La question de la concentration de pouvoir sur quelques-uns. L'illégitimité d'un certain point de vue de ce pouvoir. Qui fait qu'en raison des méthodes qui sont utilisées par la police, on a un bilan qu'on n'a jamais vu. Écoutez, après des mobilisations, on en est à la 26e semaine de mobilisation, 5 mains arrachées, 22 personnes éborgnées, plus de 600 personnes blessées à la tête, 79 journalistes, qui dans le cadre de leur travail, blessés.
C'est intolérable, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai proposé avec le groupe que, notamment, les lanceurs de balles de défense, LBD 40, modèle 40, qui est un modèle de gomme particulièrement dur, sur tous les modèles qu'ils ont, que les grenades de désencerclement, dites GLIF4, qui ont une charge de TNT extrêmement forte et qui ne doivent pas être utilisées entre les jambes de manifestants dans le mode d'emploi qui est donné normalement aux policiers. Ce matériel qui a amené à ce que Jacques Toubon, c'est pas un insoumis, hein, vous vous souvenez de lui, même lui aujourd'hui, il est défenseur des droits, il a dit non mais il faut arrêter ce matériel. Il fallait arrêter. Pourquoi ils ont continué? Parce que cette violence et cette brutalité, c'est leur stratégie politique. C'est par la force qu'ils veulent imposer. Ils sont illégitimes. Et ça pose toute la question qu'il faut que tout ça se dénoue sur le plan politique. Il faut que ça se dénoue, positivement. Mais là, nos institutions sont la cause du problème. Si vous dénouez la question démocratique, vous dénouerez la question sociale. Le problème, c'est pas seulement porter des revendications, nous les portons, écologiques, sociales, mais c'est aussi garantir les conditions que le peuple retrouve son pouvoir. C'est un vieux débat. Qui a le pouvoir, le prince ou le peuple? Ça fait des siècles que c'est cette question-là qui traverse tout. Donc nous devons, dans cette campagne, bien comprendre le moment dans lequel nous sommes. Je vais vous dire un truc, peut-être que Pascal et Manu apprécieront pas, mais le 26 mai, c'est important, bien sûr. Mais toute cette affaire ne se réglera pas le 26 mai. On n'est pas là on n'est pas des marchands de je ne sais trop quoi. On ne va pas vous faire croire que cette grande controverse, ça va se régler le 26 mai. Précisément, pourquoi des gens ne vont pas voter? Parce qu'ils ont bien compris que tout ça a peu de pouvoir, en vérité. Les gens, ils vont voter quand ils ont l'impression que l'élection, elle est importante, notamment l'élection présidentielle, où ils ont compris qu'en Ve République, c'est là que ça se joue. Mais des élections comme ça, leur manière de rejeter souvent les institutions européennes, parce qu'ils ont été floués le 29 mai 2005, vous connaissez tout ça, le comportement de beaucoup de gens, pas par un désintérêt politique, mais par une forme de... Ils veulent garder leur forme de dignité civique. Mon bulletin de vote, ils ne l'auront pas. Alors je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est toute la difficulté de la campagne que nous sommes en train de mener. C'est qu'il serait terrible que par un effet d'illusion d'optique électorale, en raison de la forte abstention, notamment des nôtres, les milieux populaires, il y ait un effet qui fait qu'au soir de l'élection, celui qui apparaît un peu en tête, ce soit précisément Emmanuel Macron et sa liste. C'est toute la difficulté du moment. Parce que si Emmanuel Macron n'apparaît pas d'effet à l'occasion de cette élection, vous avez compris ce qui est suivi derrière. Parce que là, ils vous parlent d'Europe, mais au soir du 26 mai, évidemment, ils vous parleront national et vous diront c'est la preuve que les Français sont d'accord avec notre politique. Et ce qu'il y a derrière, c'est encore des coûts sociaux, la réforme des retraites. Vous avez suivi. Alors ils vous disent on touche plus à la retraite à 62 ans, mais tu peux partir à 62 ans avec une retraite qui vaut 60% de à quoi tu aurais droit. Avec un système de retraite à points qui est une gigantesque escroquerie. Vous cotisez un nombre de points, mais vous ne savez pas la valeur du point. Vous le saurez quand vous partirez à la retraite. Et en fonction de la classe d'âge dont vous faites partie, s'il y a plus ou moins de gens, plus ou moins de cotisants, le point aura plus ou moins de valeur. Si vous faites partie d'une classe d'âge où il y a beaucoup de gens, où il y a eu moins de cotisants, ça ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez intérêt en fait à avoir des amis qui ont cotisé puis qui meurent, ce qui est plutôt sympa. Là, le point, c'est l'absurdité du système. Hein. Donc il y a un enjeu à défaire Macron. Comment on fait? Eh bien, il faut, en allant voter, mécaniquement, ça fait baisser la liste d'Emmanuel Macron. En donnant de la force, notamment à notre liste, parce qu'il faut en parler. La liste Aubry, Manon Aubry, insoumise, elle envoie un message clair, parce que dans cette période que je viens de décrire, qui est une période de mobilisation, où il y a des formidables choses positives qui ont lieu, où les gilets jaunes marchent devant, nous montrent la voie de ce qui va être les éléments de la prochaine période politique, c'est-à-dire des gens qui mettent à distance les organisations politiques traditionnelles, qui en ont marre d'avoir été floués, qui veulent s'auto-organiser, qui le font à leur façon à travers les réseaux sociaux, qui ne veulent pas vraiment de chef, qui sont disponibles pour l'action, mais qui n'ont pas envie de se retrouver encasernés derrière je ne sais trop qui. C'est parfois un peu rageant pour les copains qui sont des militants politiques depuis des années, mais c'est comme ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Cette lame de fond, elle a des aspects qui sont, comment dirais-je, qui peuvent partir du bon côté comme du mauvais côté. Donc nous, on a joué un rôle politique là-dedans, d'envoyer des messages, et le mouvement des Gilets jaunes, sans prétention, a été nourri de choses que nous avons portées pendant des années. Cette critique de la Ve République, cette nécessité de passer en Sixième République, l'idée que ce serait en redonnant la parole au peuple par l'intermédiaire d'une assemblée constituante qu'on pourrait pacifiquement réfléchir et adopter une nouvelle constitution, elle a traversé beaucoup de débats. Il y a des grandes idées qui se sont popularisées. Donc ça, c'est bien. Mais il faut aussi que ça s'exprime à l'occasion de cette élection. Il le faut. Il faut qu'il y ait une liste forte comme la nôtre, cohérente,
qui porte une critique farouche au niveau de l'Union européenne, en disant clairement il faut sortir des traités. Il y en a ras-le-bol de ceux qui viennent avec la liste au Père Noël en vous racontant n'importe quoi. Les traités, ils interdisent l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays. Ils organisent la concurrence. C'est eux qui organisent les délocalisations au sein de l'Europe. C'est eux qui organisent avec leur directive infâme, la directive des travailleurs détachés, qui fait qu'en France, vous avez 1,4 million de travailleurs qui ne respectent même pas le code du travail. C'est la délocalisation à domicile. C'est eux qui font ça actuellement. Avec ce voyou de Macron qui vous a fait croire qu'il était revenu sur la directive des travailleurs détachés. Vous vous en souvenez? C'est un mensonge absolu. La seule chose qu'il a réussi à faire, je crois, je dis ça de mémoire, c'est qu'on est passé de 24 mois avant la possibilité à 18 mois. Sauf qu'en France, en vérité, le temps de travail détaché, c'est 90 jours. Donc de toute manière, ça ne réglait absolument pas le problème. On continue à avoir, on n'en a jamais eu autant. On a même des travailleurs français qui vont dans des boîtes factices au Luxembourg pour venir travailler en France comme travailleurs détachés. C'est ça qu'ils font. Tout ça, vous le savez, et les copains vous l'expliqueront. Mais il faut dénouer la question de la souveraineté et la question politique. Il y a une liste, la nôtre, qui le permet. C'est la liste insoumise avec Manon Aubry. C'est pourquoi, en donnant de la force à Manon, vous affaiblissez Macron. C'est ça l'idée. Il faut aller sur cette ligne. Je sais que ce n'est pas simple, parce qu'il ne faut pas mentir aux nôtres. Tous les problèmes ne se régleront pas à l'occasion de cette élection. Ce n'est pas le sujet. Mais cette élection, je se situe dans un grand moment de mobilisation politique qui a commencé depuis longtemps, qui déjà s'est exprimé en 2007, qui continue avec les Gilets jaunes, qui continuera demain. Il faut qu'il y ait des points d'appui. Si on est des faits, si on est faible, ça pèsera sur les consciences, parce que les copains diront en fait, tout est perdu. Et pire même, si c'est l'extrême droite qui est là, des gens diront peut-être que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire celle qui est contre l'augmentation du SMIC, Marine Le Pen, vous l'avez entendu, elle est contre augmenter le SMIC. Celle qui dit qu'il faut maintenir la Ve République. Celle qui explique que le problème, c'est l'étranger, le copain qui n'a pas la nationalité française, que c'est lui le problème. Il ne faut pas que ce soit eux qui marchent devant non plus. Alors tout ça, c'est une des responsabilités de la période. Mais on a une belle liste. Et c'est ça qu'il faut chercher à faire dans cette élection. Les amis, je suis en train de conclure mon propos. On a face à nous un grand moment d'histoire, franchement. On le voit bien. Il y a un consentement à l'autorité aujourd'hui qui n'est plus accepté. Les élections, on voit bien, Emmanuel Macron a été élu et le peuple reste mobilisé. Il y a ce que je décrivais tout à l'heure, cette formidable potentialité, mais qui peut soit sortir du côté lumineux des choses, soit du côté sombre. C'est vous tous qui, nous, notre génération, qui va régler ça. Je pense que les choses vont s'accélérer. On voit bien, il y a une rapidité aujourd'hui, une violence même dans la confrontation qui fait qu'il y a des choses qui vont se dénouer. Je le répète, il faut que nous soyons, nous, ceux qui permettent, par les propositions que nous faisons, par le lien vivant que nous créons avec ceux qui sont mobilisés, notamment nos amis Gilets jaunes, mais aussi les hospitaliers mobilisés, mais aussi les enseignants, je ne fais pas la liste de tous ceux qui luttent. Il faut aller parler à ceux qui doutent. Il faut cibler dans les 15 jours qui viennent les abstentionnistes. Pas en venant les voir, en les méprisant. Bande de cons, c'est battu pour vous, le droit de vote, c'est pas le sujet, ils ont compris les gens. Mais en leur parlant de politique, en leur disant que c'est pas, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron sorte renforcé de cette élection. Il faut le faire baisser. Et que la manière de le faire baisser, c'est d'aller voter. Et qu'on a bien compris qu'il y a une mobilisation sociologique qui est plus forte du côté de Macron. Ceux qui profitent de la politique de Macron, eux, viennent voter pour lui. Et quand il n'y a que 40% de participation, évidemment, il suffit d'avoir un bloc de 5 à 10% dans le pays pour que ça vous donne 15-20%. Nous, il faut qu'on se mobilise. Vous savez, je regardais la liste d'Emmanuel Macron. Il y a en France, cadres et professions libérales, vous savez, dans les catégories socio-professionnelles, ça représente 9% de la population. Dans la liste d'Emmanuel Macron, il y a exactement 38% de cadres et professions libérales. Ils ne se trompent pas, hein. Ils ne se trompent pas. Donc voilà le boulot qu'on a à faire. Alors on le fait bien. Parce qu'on a pris des coups, on n'est pas parfait. En même temps, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. On a une belle candidate, Manon Aubry. On a une équipe dynamique. Et puis, c'est un travail d'équipe. Et je voudrais donner la parole, bien sûr, vous le savez, à qui, mais en le présentant de manière simple. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon est un formidable orateur. Bien sûr, il a mené une magnifique campagne. On a tous été très fiers de ça. Mais il y avait un directeur de campagne. Un homme qui, dans l'ombre, a fait un boulot considérable d'organisation, alors qu'on partait de peu. D'abord, on est né, la France Insoumise, le 10 février 2016. Il fallait tout faire. Cet homme, c'est Manuel Bompard. Aujourd'hui, il est numéro 2 sur la liste. Ce sera un formidable député européen, j'en doute pas. Mais Manu, c'est un intellectuel. C'est déjà un garçon formidable. C'est quelqu'un qui continuait pendant sa campagne présidentielle comme ingénieur à bosser dans sa boîte. Enfin, franchement, comme dirait l'autre, ça ne lui a pas porté chance. C'est le meilleur d'entre nous. C'est du moins, je l'ai toujours considéré comme tel. Et je suis aujourd'hui très fier
qui joue un rôle moteur dans cette campagne et je suis persuadé que dans le mouvement que nous sommes aujourd'hui en train de créer, il jouera un rôle majeur. Quand j'étais petit, Bompard, c'était le nom d'un marin qui voyageait en solitaire. C'est tout l'inverse. Allez Manu, à toi la parole. Merci à vous, merci Alexis pour ces mots qui me font vraiment plaisir. Et bonsoir à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir à Montpellier. Et comme je sens que la salle elle est bien chaude, je me suis dit je ne vais pas venir tout seul et donc je suis venu avec une petite surprise. Je suis venu avec une petite surprise, c'est un message de Manon Aubry, notre tête de liste qui ne pouvait pas être présente ce soir, que vous allez pouvoir écouter. Merci Manu et salut Montpellier, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous physiquement ce soir, mais j'y suis par la pensée. On a bien essayé d'envoyer mon hologramme, mais c'était un peu compliqué, donc finalement parfois la bonne vieille vidéo a du bon aussi. Je voulais vous dire que j'étais avec vous de tout cœur. Alors Montpellier c'est quasiment presque ma région, en tout cas c'est le sud et j'ai toujours plaisir à faire campagne dans le sud parce qu'au moins quand on fait des meetings on a le droit de dire pauvre, rose et gauche. Donc je suppose que Manu ce soir pourra utiliser au moins les mots avec un O comme ça. Et plus sérieusement, je suis pas là ce soir mais vous avez des formidables combattants avec vous. Que ce soit Rani ou Pascal à Montpellier qui battent le terrain, y compris dans des quartiers où la politique ne se fait plus, où la politique a déserté, où les hommes politiques ont déserté, notamment dans les quartiers populaires. Et ce travail, c'est grâce à eux. Et puis, vous avez Manu et Alexis. Manu qui porte la liste avec moi et qui sera demain un parlementaire de combat au Parlement européen. Et Alexis qui démontre déjà ce qu'est être un parlementaire de combat à l'Assemblée nationale. Alors voilà ce qu'on vous propose, c'est d'envoyer les mêmes au Parlement européen, des femmes et des hommes qui ont fait leurs preuves sur le terrain, dans le monde associatif, et qui continueront à se battre à Bruxelles contre les traités de libre-échange, contre l'autorisation du glyphosate et les pesticides, pour dénoncer aussi toutes les tartufferies dont sont le nom à l'heure actuelle La République En Marche, avec leur super projet présenté à 15 jours des élections. Voilà ce qu'il vous reste à faire pour ces 15 jours de campagne. J'espère que le meeting se passera bien et je pense très fort à vous. Et surtout, mobilisez-vous pour les 15 jours qui viennent pour faire campagne parce que Emmanuel Macron se contenterait beaucoup trop d'un taux d'abstention élevé. Donc on aura besoin de vous toutes et vous tous. Alors de Montpellier à Marseille, à Paris, à Lille, à Strasbourg et partout en France, faisons campagne tous ensemble et tous dans la rue pour se mobiliser jusqu'au 26 mai. Et à très bientôt les Montpelliérains. J'espère que la petite surprise vous a fait plaisir. Je voudrais aussi, avant de commencer mon propos, remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés dans la préparation de cette initiative. Il y a toujours celles et ceux que vous voyez défiler sur la scène, et puis il y a celles et ceux qu'on ne voit pas, mais sans qui une soirée comme celle-ci ne serait pas possible. Donc merci et bravo à vous pour la préparation de cette initiative. Pascal Lenéwanic vous disait tout à l'heure, on a atteint aujourd'hui ce qu'on appelle la journée du dépassement. C'est-à-dire que si le monde entier avait le même mode de vie que l'Union européenne, on aurait consommé aujourd'hui l'ensemble des ressources que la planète est capable de générer en une année. Dit autrement, si le monde entier avait le même mode de vie que l'Union européenne, nous aurions besoin de 2,6 planètes pour pouvoir vivre aujourd'hui. Cette journée du dépassement, elle intervient quelques jours après la publication d'un premier rapport d'ampleur d'une agence intergouvernementale d'études sur la biodiversité. Ce rapport, il nous dit aujourd'hui que notre biodiversité est en danger, que environ 1/8 des 8 millions d'espèces sont aujourd'hui menacées de disparition dans les prochains jours et dans les prochains jours peut-être, mais dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Ce rapport, il nous dit aussi, c'est le premier travail d'ampleur qui a été effectué sur le sujet.
Et ce rapport, il a le mérite d'aller chercher les causes et de nous indiquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui notre biodiversité est menacée. Ce rapport, il nous dit que les causes des disparitions à venir de ces biodiversités sont à hauteur de 30% le changement d'usage des milieux naturels, la déforestation, les mines, à hauteur de 23% la surexploitation de nos ressources naturelles, à hauteur de 14% le changement climatique, à hauteur de 14% aussi les pollutions des sols, des eaux, des airs, les pesticides, les déchets, le développement du plastique. Ce rapport, il nous dit aussi, et c'est la conclusion de ce rapport, qu'il y a aujourd'hui une nécessité absolue, je les cite, de réforme fondamentale des systèmes financiers et économiques mondiaux. Ce rapport gouvernemental, ce n'est pas un texte de la France insoumise, ce rapport gouvernemental, il nous dit aujourd'hui, nous ne pourrons pas endiguer la disparition de la biodiversité à venir sans réforme d'ampleur, de profondeur de nos modèles de production et de consommation. Ce rapport, il nous dit ça suffit la politique des petits pas, ça suffit la culpabilisation et la simple mise en cause des comportements individuels. Bien sûr que c'est bien de couper le robinet quand on se brosse les dents. Mais l'urgence est telle aujourd'hui qu'on ne pourra pas agir face à la catastrophe écologique qui s'annonce sans changements qui sont des changements d'ampleur. Ce même message, c'est celui qui est porté, et je veux les saluer ce soir, par ces jeunes, ces lycéens, ces collégiens qui s'engagent dans des grèves scolaires pour le climat. Ces jeunes qui vous disent « Nous, maintenant, on ne va plus à l'école. On va se réunir devant les institutions et on va interpeller les responsables politiques et on va leur demander pourquoi notre génération, aujourd'hui, elle ne pourra pas demain vivre dans un écosystème qui est compatible avec la vie humaine. Ces jeunes, ils nous disent et ils interpellent les générations précédentes et ils nous disent pourquoi vous n'avez rien fait alors que vous avez conscience du problème avant même notre naissance pour endiguer cette catastrophe climatique. Il faut entendre le message de cette jeunesse politisée, mobilisée, cette jeunesse qui sur ses pancartes et ses banderoles nous dit il faut changer le système, pas le climat. Nous dit si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Qui pose avec une conscience importante cette question environnementale. Ils ont raison et il y a urgence à agir tout de suite. Le groupement international des experts sur le climat nous dit au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, on aura atteint les 1,5 degrés supplémentaires de réchauffement climatique en 2040. On aura atteint les 2 degrés de réchauffement climatique en 2075. 2 degrés de réchauffement climatique, c'est la hausse de température au-delà de laquelle les experts vous disent on n'est plus capable de modéliser les évolutions du climat. 1,5 degré de réchauffement climatique, c'est 200 millions de décès prématurés dans le monde en raison des vagues de chaleur, des malnutritions et des maladies. 1,5 degré de réchauffement climatique, c'est les objectifs des accords de Paris. Pour les respecter, le GIEC nous dit vous devez avoir entamé la baisse des émissions de gaz à effet de serre à partir de 2020 si vous voulez respecter ces objectifs de 1,5 degré de réchauffement climatique. Vous devez avoir baissé de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. 2020, 2030. 2020, c'est l'année prochaine. Donc c'est plus le temps de blablater. Il faut agir tout de suite. Il faut fixer des objectifs. Il faut agir au niveau national, bien sûr, agir au niveau aussi européen. Et nous nous battrons demain au Parlement européen pour introduire la règle verte dans les textes qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne pour qu'on ne prenne pas davantage à la planète chaque année que ce qu'elle peut régénérer. Nous nous battrons pour que l'Europe s'engage avec un objectif qui est de faire le 100% d'énergie renouvelable en 2050 au niveau européen comme au niveau français. Et c'est possible de le faire parce que là aussi, les travaux des scientifiques, notamment réunis au sein de ce qu'on appelle le scénario négawatt, nous montrent que si on fait monter en puissance les énergies renouvelables, que si dans le même temps on investit dans des politiques de sobriété énergétique
et qu'on organise la rénovation thermique des bâtiments pour davantage d'efficacité énergétique. Alors oui, on peut en finir avec les énergies carbonées et on peut tourner la page de l'énergie nucléaire pour faire en sorte qu'en 2050, on soit à 100% d'énergie renouvelable. C'est possible de le faire. Nous nous battrons demain sur ce sujet. Organiser... Merci. Organiser la transition écologique, répondre à l'urgence environnementale, c'est aussi, et vous savez que c'est une politique sur laquelle l'Europe a un impact considérable. C'est aussi organiser la transition de notre modèle agricole, aujourd'hui industriel, aujourd'hui intensif, vers une agriculture davantage respectueuse de l'environnement. Un modèle agricole aujourd'hui qui non seulement met en danger notre santé, mais en plus ne permet même pas aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre effectivement de leur travail. Nous devons engager la transition de notre modèle agricole vers une agriculture locale, biologique, davantage respectueuse de notre santé, davantage respectueuse des conditions de vie des agricultrices et des agriculteurs, davantage respectueuse de nos environnements, de nos sols qui sont aujourd'hui pollués. Une agriculture débarrassée des pesticides et du glyphosate. Une agriculture qui tourne le dos aussi aux élevages intensifs qui produisent et qui banalisent la souffrance à l'égard des animaux. Parce que quand on accepte la souffrance à l'égard des animaux, alors oui, on accepte aussi de banaliser la souffrance à l'égard des êtres humains. Il faut en finir avec ces élevages intensifs, avec ces fermes des 1000 vaches, avec ces fermes des 37 000 porcs, avec ces fermes des 200 000 poules qui conduisent à des ravages pour l'environnement, mais qui conduisent aussi à accepter la souffrance à l'égard des animaux. Nous nous engagerons, nous nous battrons demain au Parlement européen pour introduire une charte européenne des droits des animaux, pour interdire l'élevage en batterie, pour organiser la fermeture des élevages intensifs. Nous nous battrons aussi parce que si nous voulons respecter nos engagements en termes de changement climatique, nous devons aussi organiser la réduction des protéines carnées et nous pouvons utiliser les subventions de la PAC aujourd'hui pour les flécher, pour favoriser au contraire la montée en puissance de l'agriculture végétale et c'est un engagement que nous prenons et sur lequel nous nous battrons demain. S'engager pour la transition écologique, c'est aussi investir dans la dépollution et notamment la dépollution de nos mers et de nos océans. Vous connaissez peut-être ce 7e continent dont on ne parle jamais, c'est le continent du plastique. C'est les 1,6 million de kilomètres carrés de plastique dans l'océan Pacifique entre Hawaï et la Californie. C'est ces 1800 milliards de déchets plastiques. Et nous nous battrons demain pour que l'Union européenne s'engage dans un grand plan de dépollution des océans, pour la limitation et la fin du plastique à usage unique d'ici à 2025 et pour défendre une Europe zéro déchet le plus vite possible. Nous nous battrons aussi demain pour en finir avec cette absurdité du libre-échange généralisé de ces marchandises qu'on voit sur les camions qui passent, notamment ici, sur l'autoroute entre l'Espagne et le nord de la France. Et Pascal Le Néouanic a parlé tout à l'heure de cette absurdité de ce train Perpignan-Rungis, la seule liaison hebdomadaire qui est aujourd'hui menacée de fermeture. Ces 400 000 tonnes de fruits et de légumes chaque année qui parcourent le trajet entre Perpignan et Rungis. C'est 20% des fruits et des légumes qui sont amenés à Rungis, qui sont amenés par ce train. C'est 70 camions, poids lourds, chaque jour, qui seront sur nos routes si nous acceptons la fermeture de cette ligne de train. Alors nous nous engagerons aussi demain au Parlement européen pour faire en sorte de développer le fret ferroviaire partout en Europe et pour mettre ces camions enfin sur des trains. Se battre pour l'écologie, la transition écologique, la réponse à l'urgence environnementale, c'est aussi refuser les clivages artificiels qu'on vous met devant les yeux quand vous dites « on va faire en sorte enfin que l'écologie soit au cœur de toutes les politiques qu'on met en place ».
Non, l'écologie n'est pas contradictoire avec l'emploi, c'est l'inverse. Parce que si vous engagez aujourd'hui un plan de développement massif des énergies renouvelables, alors l'ADEME, l'Agence de développement française, vous dit que vous allez créer demain 900 000 emplois. Parce que si vous organisez la transition de l'agriculture vers une agriculture paysanne, alors les rapports vous disent que vous allez créer 300 000 emplois. Parce que si vous investissez dans l'économie de la mer, dans la dépollution, dans une filière pour la déconstruction des navires, alors les rapports vous disent que vous allez créer demain entre 300 000 et 400 000 emplois. L'urgence écologique, la transition écologique, c'est près de 2 millions d'emplois qu'on peut créer demain dans notre pays. Deuxième clivage, non, l'urgence écologique n'est pas contradictoire avec la préservation et la défense de nos outils industriels. C'est l'inverse. Si l'on veut faire demain la transition écologique, on a besoin de protéger nos outils industriels, nos savoir-faire. Vous savez, dans cette campagne, on fait de nombreux déplacements. J'ai eu la chance d'aller à Belfort, de rencontrer les salariés d'Alstom. Alstom Transport sont eux qui, aujourd'hui, fabriquent nos tramways dans nos villes quand on développe les transports en commun. Alstom Transport sont l'entreprise à qui on a confié le développement de ce qu'on appelle le TGV du futur. Alstom Transport sont ceux qui équipent l'essentiel de vos petites lignes de train quand vous prenez le TER ici à Montpellier comme partout en France. Alstom Transport est menacé d'être vendu aux Allemands de Siemens alors qu'ils ont des brevets et un savoir-faire de qualité. On s'est déjà attaqué à l'entreprise Alstom il y a quelques années quand on a vendu la branche énergie d'Alstom aux Américains de General Electric. La branche énergie d'Alstom, c'est celle qui est en charge de développer toutes les turbines que vous avez dans vos éoliennes ou dans vos éoliennes marines renouvelables. La branche énergie d'Alstom, aujourd'hui vendue à General Electric, c'est celle, je suis heureux de vous l'apprendre ce soir, qui a en charge l'entretien des turbines que vous avez dans nos centrales nucléaires. Alors sachez aujourd'hui que l'entretien des turbines que nous avons dans nos réacteurs nucléaires sont effectués par l'entreprise General Electric sous le contrôle opérationnel du gouvernement américain. Voilà les questions d'indépendance et de souveraineté. Se battre pour la transition écologique, c'est préserver notre outil industriel, c'est préserver l'entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson, dans la circonscription de notre camarade députée Caroline Fiat. L'entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson, c'est elle qui est en charge du développement de toutes les canalisations en fonte que vous avez dans le réseau de distribution d'eau potable. J'ai devant moi René Révol, je pense qu'il sait que ces investissements sont importants pour faire en sorte de préserver la ressource en eau. Parce que vous ne faites pas passer l'eau potable dans n'importe quelle forme de canalisation. Parce que si vous avez des canalisations de mauvaise qualité, alors demain c'est l'eau qui est polluée et ça se retrouve dans votre organisme. L'entreprise Pont-à-Mousson, l'entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson est aujourd'hui menacée de vente aux Chinois, alors qu'on estime en France qu'il y a 30% de pertes dans notre réseau de distribution d'eau potable. Alors je voulais vous montrer par ces quelques exemples, il y en aurait d'autres. Il y aurait la métallurgie, parce qu'on ne fera pas la géothermie dont on a besoin si on ferme les hauts fourneaux comme on l'a fait à Florange. Comme on ferme la métallurgie, comme ça a été menacé d'être fait à Ascoval. Si on veut faire demain la transition écologique, on a besoin d'avoir un outil industriel qui soit un outil industriel de qualité. Une écologie cohérente, c'est une écologie qui s'appuie sur ses savoir-faire, qui fixe des objectifs, qui mobilise la population française dans son ensemble. Les chercheurs, les chercheuses, les salariés, les ouvriers, les employés, les ingénieurs, la population française dans toute sa richesse, sa diversité, pour s'attaquer à ce grand défi qui est devant nous. Et reconnaissez franchement que ça sera plus enthousiasmant de se fixer cet objectif que de se demander chaque année combien de postes de fonctionnaires on va supprimer. Fixons-nous des objectifs ambitieux demain. Alors vous allez me dire, mais tout le monde parle d'écologie dans cette campagne des élections européennes, et c'est vrai, tout le monde parle d'écologie dans cette campagne européenne. Mais l'écologie mérite mieux que d'être une arme électorale qu'on sort à 15 jours d'une élection parce qu'on se rend compte qu'il y a une montée en puissance de ces exigences dans la population. Parce que franchement, comment faire confiance à la liste de Madame Loiseau quand elle vous dit qu'on se bat et qu'ils vont se mobiliser pour une agriculture qui soit une agriculture propre,
alors que ce gouvernement a refusé de voter la proposition de loi de nos parlementaires pour inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate. Comment croire, Madame Loiseau, quand la loi Pacte, qui a été validée il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, contient un amendement qui dit qu'on revient sur l'interdiction qui avait été introduite par Nicolas Hulot dans la loi alimentation, qui était l'interdiction de produire en France des pesticides pourtant interdits au sein de l'Union européenne. Avec la loi Pacte qu'ils ont votée il n'y a pas très longtemps, ils sont revenus sur cette interdiction. C'est ça la réalité des politiques qui sont mises en place. Alors c'est facile, dans une campagne électorale, de vous dire on va se mobiliser pour une agriculture qui soit une agriculture propre, mais ça ne marche pas quand les actes, malheureusement, vont à l'encontre des paroles qui sont produites. De la même manière, quand aujourd'hui, la liste de Madame Loiseau vous dit « Dorénavant, nous allons conditionner toute nouvelle signature d'accords de libre-échange à des critères environnementaux ». Mais ils nous ont déjà fait le coup aux élections présidentielles. Le président de la République avait mis dans son programme, à propos de l'accord de libre-échange avec le Canada, il avait dit « c'est difficile à dire, on va nommer une commission d'experts ». Une fois élu, le président de la République a nommé une commission d'experts. 9 experts qui se sont réunis. Ils ont rendu, à l'automne 2017, un rapport sur le CETA. Que dit ce rapport? Ce traité de libre-échange avec le Canada aura un impact défavorable sur le climat. Et pourtant, ils ont soutenu sa ratification. Et quand vous demandez aujourd'hui à un parlementaire de la République En Marche si demain, quand ce sujet va être examiné à l'Assemblée nationale, ils vont voter contre, ils vous disent non, non, on va voter pour, parce que ça date d'avant la promesse de Madame Loiseau aujourd'hui. Voilà la réalité de la duplicité de ce programme. Voilà la réalité de la duplicité de ce programme et de l'écart qu'il y a aujourd'hui entre les paroles et les actes d'un point de vue des politiques écologiques et environnementales. Non, vous ne pouvez pas faire confiance à Madame Loiseau et à la République En Marche pour agir face à l'urgence écologique. Non, malheureusement, et je suis désolé de le dire, parce que nous partageons des fois des combats et des luttes avec certains militants. Mais non, nous ne pouvons pas non plus faire confiance à celles et ceux qui ont exercé le pouvoir dans la mandature précédente et qui n'ont rien fait face à l'urgence de la question écologique. Nous ne pouvons pas non plus leur faire confiance. Et moi, je veux vous dire ce soir que je suis fier d'avoir avec nous sur cette liste l'ancien député écologiste Sergio Coronado, parce que lui, il a rompu quand il a compris qu'il n'agissait pas suffisamment sur le sujet. Que je suis fier aussi d'avoir sur cette liste Emmanuel Morel, parce que quand les socialistes ont été appelés à voter sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, eh ben, le seul socialiste à l'époque qui a voté contre, c'est Emmanuel Morel, et il est aujourd'hui sur la liste de la France Insoumise. En votant pour la liste de la France Insoumise, vous pouvez voter pour une écologie qui soit une écologie populaire, une écologie cohérente, pour des gens qui ne vous racontent pas des histoires, qui vous disent la vérité. La vérité, c'est que oui, il n'y a pas de transition écologique possible dans le cadre des traités et des règles qui régissent aujourd'hui l'organisation de l'Union européenne. Parce que vous ne ferez pas le 100% d'énergie renouvelable et vous ne ferez pas les investissements publics nécessaires dans la rénovation thermique des bâtiments si vous acceptez cette règle absurde des 3% dont a parlé tout à l'heure Rani Slimane. Et il faut assumer le fait que oui, pour préparer le fait que demain l'écosystème soit encore compatible avec la vie humaine, il faut investir de l'argent public. Il faut s'endetter s'il le faut parce qu'on prépare l'avenir et on prépare demain. Parce que demain, on pourra vivre avec 3% de déficit, mais on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Non, vous n'investirez pas les 1000 milliards, c'est les chiffres de Madame Loiseau, qu'il faudrait investir dans la transition écologique pour respecter nos objectifs. Si vous acceptez qu'en Europe, aujourd'hui, la Banque centrale européenne est indépendante de tout pouvoir politique et ne peut pas prêter aux États, alors que si vous voulez investir ces 1000 milliards dans la transition écologique, vous avez besoin de faire de la création monétaire pour le faire. Investir dans la transition écologique, c'est rompre avec l'indépendance de la Banque centrale européenne, qui est une anomalie et une absurdité dans le monde entier, et c'est donc rompre avec les traités européens qui l'organisent. Investir et se mobiliser pour la transition écologique, c'est refuser le dogme de la concurrence libre et non faussée qui est au cœur des règles
qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, parce qu'ils organisent la privatisation de notre service public ferroviaire alors qu'on a besoin de développer les transports en commun, parce qu'ils organisent la privatisation de nos barrages hydroélectriques alors que c'est aujourd'hui la première source de production d'énergie renouvelable. Parce que quand vous privatisez les barrages hydroélectriques, non seulement ça pose un problème idéologique, l'eau n'appartient pas à une entreprise privée, en plus ça pose des problèmes de sécurité, car vous savez que l'acteur privé va essayer de limiter toutes les dépenses qui ne rapportent pas immédiatement du profit et du bénéfice. Et donc les dépenses d'entretien et de sécurité dans des édifices qui sont hautement sensibles comme les barrages seront mis de côté. Mais en plus, ça pose un problème important qui est que le problème de l'organisation du réseau de production et de distribution d'électricité. Une difficulté dans l'organisation du réseau de production et de distribution de l'électricité, c'est que vous devez être en capacité en permanence de garantir un équilibre entre la production énergétique et la consommation énergétique. Et pour faire ça, vous utilisez les barrages, parce qu'une centrale nucléaire, vous ne pouvez pas l'arrêter et la réactiver comme ça à chaque seconde ou chaque minute. Alors que les barrages, vous pouvez les utiliser pour limiter un peu la production énergétique, pour garder cet équilibre avec la consommation. Et c'est d'ailleurs pourquoi les barrages aujourd'hui sont utilisés, y compris pour stocker de l'énergie. Parce que quand vous avez de la surproduction énergétique, vous allez ramener l'eau qui a été déjà turbinée, vous la ramenez dans le lac en haut pour pouvoir l'utiliser ensuite. Alors imaginez demain, quand les barrages auront été privatisés et que vous allez aller voir l'opérateur privé en lui disant « on est en surproduction énergétique, alors coupe un peu ton barrage ». Il vous dira « mais moi j'ai acheté le barrage pour faire du profit, pas pour le couper quand ça vous arrange ». Voilà la réalité des menaces qui font peser sur tout notre système de production d'électricité demain. Voter pour la France insoumise, c'est voter pour une écologie cohérente. Une écologie qui dit la vérité et qui dit que si on veut demain être en capacité de répondre à l'urgence, alors il faut sortir des traités qui organisent aujourd'hui l'Union européenne. C'est une nécessité indispensable pour pouvoir agir demain et nous sommes aujourd'hui les seuls à le dire. Alors dans ce contexte-là, vous allez me dire, mais alors à quoi sert? À quoi ça sert d'envoyer ces parlementaires de la France insoumise demain au Parlement européen? On peut gagner des victoires, on peut arracher des victoires, on peut gagner des batailles demain au Parlement européen. Younous Omarjee, député sortant de la France insoumise au Parlement européen, avec d'autres, avec les associations, avec d'autres élus. Il s'est battu et il a obtenu l'interdiction de la pêche électrique qui détruisait l'ensemble de la biodiversité marine. C'est une belle victoire. La libéralisation, le 4e paquet ferroviaire sur le transport de passagers, quand il a été voté, parce que oui, le Parlement européen n'a pas le pouvoir de proposer les directives et les règlements, mais toutes les directives sont votées au Parlement européen. Et quand le 4e paquet ferroviaire est arrivé devant les eurodéputés, il a manqué 24 voix pour que le 4e paquet ferroviaire soit refusé. Alors s'il n'y avait pas eu à l'époque un seul député de la France insoumise, mais s'il y en avait eu 25 ou s'il y en avait 26, peut-être que nous aurions pu empêcher ce 4e paquet ferroviaire de passer. Et peut-être que la petite ligne de train, elle serait encore là et peut-être que la petite gare, elle serait encore là. On peut gagner. Bien sûr, Alexis a raison, on ne peut pas tout changer au Parlement européen. On ne peut pas tout changer. Mais on peut gagner des victoires, on peut gagner des batailles, on peut empêcher des mauvais projets, on peut refuser des accords de libre-échange. On peut sonner l'alarme pour dire attention, voilà ce qu'ils sont en train de préparer dans votre dos. Quand le TAFTA, à l'époque, était en discussion au Parlement européen, qu'il y a eu une grande mobilisation citoyenne contre cet accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, que des élus, des mairies se sont mis en zone hors TAFTA, les collectifs qui se sont mobilisés, les syndicats qui se sont mobilisés, les associations qui se sont mobilisées, les citoyennes, les citoyens qui se sont mobilisés, étaient contents d'avoir au Parlement européen des relais, des gens qui pouvaient sortir les textes et dire voilà ce qu'ils sont en train de préparer dans votre dos. C'est ces élus que nous serons demain au Parlement européen. Et là, c'est sûr que vous avez plusieurs listes à envoyer là-bas au Parlement européen. Mais vous avez intérêt de ne pas trop vous tromper. Parce que Bruxelles, c'est la 2e place forte des lobbyistes dans le monde après Washington. Vous avez entre 20 000 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen.
Les lobbies au Parlement européen, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros de budget chaque année pour leurs activités de lobbying. Ça veut dire que quand vous vous apprêtez à gagner une victoire, on commence par vous amadouer, on vous propose un petit cadeau, un petit déjeuner, un petit dîner. Et puis si on voit que vous ne répondez pas trop à ce type de proposition, on passe à la menace, on vous appelle au téléphone, on vous dit ça ne va pas très bien se passer pour vous après. Voire, parce que ça a été fait, pas au Parlement européen, mais ça a été fait à l'encontre d'une personne qui est sur notre liste, Gabriel Amar, quand il se mobilisait pour le retour en régie publique de l'eau et que les lobbies ont engagé une boîte de communication pour aller chercher dans sa vie s'il n'y avait pas des raisons pour essayer de jeter l'opprobre et le discrédit sur son honnêteté. Voilà les pratiques des lobbyistes au Parlement européen. Ce matin, Le Monde a publié un document interne, qui est un document interne de Monsanto, qui explique que Monsanto a fiché des personnalités politiques, associatives, syndicales en France aujourd'hui en toute illégalité en fonction de leur position par rapport au renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Bon, on est bien content d'apprendre dans ce document que le 4e candidat sur la liste de La République En Marche est considéré comme étant un principal allié pour obtenir la prolongation du glyphosate. Mais pour autant, ce n'est pas des méthodes acceptables, ce n'est pas des méthodes qu'on peut tolérer. Et donc les lobbies demain au Parlement européen, ils seront intérêt d'envoyer au Parlement européen des gens qui siégeront d'abord dans un groupe qui ne sera pas financé par les lobbies, comme a été financé le groupe de La République En Marche au Parlement européen. Mais surtout, vous avez intérêt d'envoyer au Parlement européen des gens qui ont déjà fait la démonstration dans leur vie, dans leur combat, dans leur mobilisation au quotidien, que c'était des gens qui ne se laissaient pas intimider. Et si vous envoyez Manon Aubry, tête de liste, qui depuis 5 ans dans ce pays est porte-parole d'une ONG de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui se heurte, qui s'affronte aux multinationales et aux grands groupes qui essayent d'évader leurs profits à l'étranger, vous êtes certain et vous savez que c'est quelqu'un qui demain continuera ce même combat au Parlement européen. Et si vous élisez Anne-Sophie Pelletier, qui il y a 2 ans a fait 117 jours de grève dans un EHPAD parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle on traitait les personnes âgées et les personnels dans les EHPAD, quelqu'un qui a fait 117 jours de grève, malgré l'absence de salaire, malgré les pressions, malgré les souffrances, vous savez que c'est quelqu'un qui demain au Parlement européen ne se laissera pas faire par les lobbies. Parce que si vous envoyez au Parlement européen Marina Mesure, qui est l'experte française de la lutte contre le travail détaché, qui a fait le tour de l'Europe pour aider les salariés en Europe à se syndiquer contre le travail détaché, qui est même, sachez-le, allé aux Philippines pour aider les travailleurs philippins qu'on fait venir au Qatar pour construire les stades pour la Coupe du Monde. Elle est allée aux Philippines, elle n'avait pas le droit de monter un syndicat, elle l'a fait en organisant une association, en se cachant derrière une association culturelle pour aider les salariés philippins à acquérir leurs droits. Et bien une femme qui va aux Philippines comme ça, face au pouvoir, pour aider les salariés à se syndiquer, et ben je peux vous dire que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. Parce que si vous élisez Bernard Borgiali, conducteur de train qui s'est battu l'année dernière contre la libéralisation du service public ferroviaire, Pascal Lenéwany, qui a été l'une des premières élues régionales en France, qui a arraché la gratuité des transports en commun en Île-de-France, qui se bat sur les questions de la laïcité, Gabriel Amar, qui se bat lui aussi pour le retour en régie publique de l'eau. Si vous élisez ces candidates, ces candidats de combat, ils ne vous disent pas d'histoire, ils ne vous racontent pas de bêtises, ils ne vous disent pas que demain ils pourront tout changer parce que le cadre est un cadre extrêmement contraint. Mais ils vous disent que par contre les engagements qu'ils prennent de se battre pied à pied sur chaque dossier, ce n'est pas les lobbies qui les empêcheront de les tenir. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, ça c'est un enjeu de ces élections européennes. Vous connaissez le contexte, ça a été évoqué par mes camarades précédemment. Le contexte, il n'est pas nouveau. Le président de la République, à la sortie de l'été dernier, avait dit « Nous devons faire de l'élection européenne un duel entre, soi-disant, les progressistes et les nationalistes. » C'était ça, sa ligne. Et en réalité, il ne fait que mettre en place la ligne qui est la sienne depuis le début. Il nous propose un duel qui est en réalité un duo, parce que cette situation profite
à chacune des parties. Ils utilisent pour ça les sondages. Les sondages viennent toujours là pour vous dire, vous voyez, ça ne sert à rien de voter pour les autres, vous êtes condamnés à choisir soit entre le Rassemblement national et la République en marche. J'aime bien dire que, généralement, vous savez, on a inventé l'isoloir dans les bureaux de vote. Vous savez pourquoi on a inventé l'isoloir dans les bureaux de vote? Parce qu'à l'époque, les villages venaient voter ensemble, et puis il y avait le curé du village qui regardait par-dessus l'épaule pour vérifier que tout le monde votait à peu près ce qu'il fallait voter, quoi. Et les républicains, les vrais de l'époque, pas ceux de maintenant, eux, ils ont dit, ben, on va introduire l'isoloir dans le bureau de vote pour que le vote soit préservé de la pression extérieure et pour que les gens votent effectivement en connaissance de cause. C'est pour ça qu'on a inventé l'isoloir. Alors l'isoloir, il est toujours là, mais ils ont inventé les sondages. Et les sondages sont là pour vous dire, voilà pour qui il faut voter, voilà pour qui il ne faut pas voter. Vous ne laissez pas faire, vous ne laissez pas embrouiller. Le problème des sondages, c'est qu'on a un peu de mémoire et que même si on est attaché à la défense de la biodiversité, on n'est pas des poissons rouges. C'est pas mal, hein? En 2009, il y avait des élections européennes, vous vous en rappelez? J'ai fait quelques petites recherches. À J-7, une semaine avant la date des élections européennes en 2009, le Parti socialiste était annoncé à 21% des voix. Europe Écologie Les Verts, à l'époque, était annoncé à 9% des voix. Le soir de l'élection, le Parti socialiste était à 16%, Europe Écologie Les Verts était à 16,5%, une semaine avant. Voilà la réalité sur les sondages. On peut faire bouger les choses. On n'est pas condamné à cette situation. Non, on n'est pas condamné à choisir entre le système et son assurance vie. Alexis Corbière a dit à quel point, si le président de la République et la liste qu'il soutient sortent en tête le 26 mai prochain, alors il aura une opportunité unique de pouvoir tourner la page de ces mois de mobilisation, de souffrance, de ces mois d'énergie qui ont été mis dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Et si Alexis ne vous a pas convaincu, je vous propose de lire ce que disait Emmanuel Macron. C'est dans un article de Libération qui a été publié ce lundi. C'est des propos rapportés du président de la République lors du Conseil des ministres. L'article vous dit « Agacé par l'ambiance jugée dilettante du séminaire de la majorité, le chef de l'État a mis en garde ses troupes. Il a rappelé à tout le monde qu'une élection a des conséquences politiques, rapporte une source gouvernementale. Qu'en cas de mauvais résultat, à la table du Conseil des ministres, ce ne sera pas la même configuration le 27 mai. On peut être un très bon ministre, mais contraint de partir si les élections ne suivent pas. Si nous ne réussissons pas aux européennes, ça aura une incidence sur nous tous, a répété Emmanuel Macron le soir même devant des députés réunis à l'Élysée. Alors si Alexis vous n'avez pas convaincu, peut-être que le président de la République vous a convaincu. Battez-vous, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Vous avez une opportunité unique le 26 mai prochain d'utiliser votre bulletin de vote comme une arme qu'il ne pourra pas oublier, une arme qu'il ne pourra pas réprimer. Infligez, lui, le 26 mai, la raclée électorale qu'il mérite et nous nous porterons mieux le 27 mai. Mais on n'est pas condamné non plus. On n'est pas condamné non plus à ce que le duo ou le duel qu'il propose et qu'il souhaite soit mis en scène. On n'est pas condamné à ce que le Rassemblement national apparaisse aujourd'hui comme la seule force d'alternative. Le Rassemblement national, Alexis en a dit quelques mots, mais sur lesquels il est important de rappeler que quand nous nous battons pour la 6e République et le référendum révocatoire, il est contre. Que quand nous nous battons pour l'augmentation du SMIC et des bas salaires, il est contre. Qu'on l'a pas beaucoup entendu se mobiliser pour contre la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Qu'on l'a jamais trouvé très clair sur le maintien de la retraite à 60 ans à taux plein, et c'est un engagement que nous portons dans le programme de la France insoumise. Qu'il ne dit rien sur l'écologie, que ses partenaires au niveau européen sont notamment les Autrichiens, qui viennent au gouvernement de voter, il y a quelques mois de ça, la journée de 12 heures de travail et la semaine de 60 heures de travail. Ça, c'est la réalité de la politique sociale du Rassemblement national. Non, on n'est pas condamné à laisser le Rassemblement national apparaître comme la seule force d'alternative. Pour toutes ces raisons, bien sûr, mais pour une autre aussi. C'est que l'élection européenne de 2019, c'est bien sûr la première élection nationale depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Mais c'est aussi la première élection qui va entamer un cycle
un cycle qui ira jusqu'à 2022 et jusqu'aux élections présidentielles en France. Et la question est posée de savoir si à ces élections européennes, la seule force qui apparaît comme une force en capacité de représenter une alternative à l'après-Macron, c'est le Rassemblement national, ou si c'est aussi la France insoumise. Et ça aussi, c'est une raison pour laquelle il faut se mobiliser. Voter et faire en sorte et laisser faire le Rassemblement national pour apparaître comme la seule alternative à Emmanuel Macron, c'est bloquer le système. C'est faire en sorte, et c'est ce que souhaite le pouvoir et Emmanuel Macron, qu'aux prochaines élections nationales en France, il se retrouve encore face à cet adversaire de confort qui est la seule raison et la seule manière pour lui de pouvoir conserver le pouvoir demain. Alors, en votant pour la liste de la France insoumise, vous pouvez faire mentir ce scénario écrit par avance. Vous pouvez montrer qu'on n'est pas condamné à choisir en France ou en Europe entre les libéraux qui gouvernent aujourd'hui et les réactionnaires, les racistes et les xénophobes. Vous pouvez montrer qu'il existe une autre voie, une voie pour le progrès social, la prise en compte de l'urgence écologique, la 6e République, la justice fiscale, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'augmentation des bas salaires, la 6e République et le référendum d'initiative citoyenne. Vous pouvez montrer qu'il existe une alternative en France, une alternative aussi en Europe, avec cette liste, la liste de la France insoumise, qui s'inscrit dans cette nouvelle construction européenne, maintenant le peuple, avec nos partenaires espagnols de Podemos, avec nos amis portugais du bloc de gauche, avec toutes celles et ceux qui, par-delà les frontières en Europe, se battent et défendent les mêmes objectifs que nous. Vous pouvez voter pour la liste soutenue par l'Alliance Maintenant le Peuple, le 26 mai prochain, et on enverra un message très fort partout en Europe. Vous savez, je vais m'arrêter là. Vous savez, il faut faire à peu près, aux élections législatives, la France insoumise a fait à peu près 2,5 millions de voix et on a fait à peu près 11%. Si on veut faire un bon score à ces élections européennes, disons qu'on peut fixer l'objectif de faire 3 millions de voix. Il y a à peu près 500 000 insoumis sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire qu'il suffit que chacun d'entre vous, si vous êtes déjà convaincu, prennent 5 personnes à convaincre d'ici au 26 mai prochain. La famille, les amis, les gens qu'on croise à la machine à café, le boulanger, le charcutier, qui vous voulez, 5 personnes. Vous sortez de cette salle ce soir, vous prenez 5 noms et vous faites en sorte que ces 5 personnes, le 26 mai prochain, elles viennent avec le bulletin de vote de la France insoumise et elles le mettent dans l'urne. Et alors on fera un carton aux élections européennes. Voilà la tâche qu'on vous demande. On prend notre part du travail. On vous demande aussi votre aide. Il reste 15 jours de mobilisation, ça peut aller très vite. Les choses peuvent beaucoup bouger. Ça dépendra de la capacité de chacun d'entre nous à convaincre autour de nous. Et voilà ce qu'on vous demande. Convainquez 5 personnes d'ici au 26 mai et vous verrez que la France insoumise, le message sera très entendu le soir du 26 mai. Voilà le travail qu'on vous demande. Alors vous savez, quand on tourne dans les réunions publiques et les meetings, à chaque fois on se dit mais comment je vais finir mon meeting? Alors on cherche la page Wikipédia. Merci Wikipédia, ils ont fait une page personnalité associée à la ville de Montpellier, donc vous pouvez aller chercher, etc. Puis là je trouvais rien parce que Alexis il a déjà tout dit et puis en plus ça m'embêtait un peu de citer les révolutionnaires dont on a parlé parce qu'on a vu que c'était pas forcément des références pour nous. Et alors comme Alexis lui il a pris les gens de Montpellier, moi je me suis dit que j'allais prendre un événement de Béziers. Ça vous plaît? C'est, vous savez, cette révolte des vignerons du Midi en 1907. Je pense que tout le monde connaît ici cette histoire. Le 18 juin 1907, les officiers du 17e régiment d'infanterie de Béziers refusent de tirer sur la foule et mettent la crosse à l'air. C'était pas les CRS d'aujourd'hui, j'ai entendu. Ça dépend desquels. Il y en a qui aimeraient pouvoir le faire. Bon, je vais pas chanter moi parce que... Bravo! Merci à vous.
Alors je vous propose pour terminer de lire la dernière strophe de cette chanson qui a été écrite après ces événements, qui s'appelle Gloire au XVIIe, parce que je crois qu'elle est assez à l'image de ce qu'on est en train de faire avec ces meetings, ces réunions publiques, cette campagne des élections européennes, de ces petites graines qu'on est en train de planter et qu'on sèmera demain. Cette strophe, elle nous dit « Espérons qu'un jour viendra en France où la paix et la concorde régnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là, vous serez tous fêtés. Alors, la récolte sera prochaine. Merci.